Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses. Louis Morin décrypte l'actu politique Avec ceux qui la font. Bonjour, bienvenue dans le brunch politique de Sud Radio. Notre invité aujourd'hui, Florian Philippot, vice-président du Front National. Au menu du brunch politique, les 3 ans de mandat de François Hollande, la politique migratoire de la France et les bateaux de migrants, le projet de loi sur le renseignement, la réforme du collège, mais aussi la victoire de David Cameron au Royaume-Uni, et puis les déclarations de Robert Ménard et les tensions au sein du Front National. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Nous sommes le 10 mai, la journée nationale de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, François Hollande a dénoncé les nouveaux négriers, comprendre les passeurs de migrants en Méditerranée. Vous aussi, vous le rejoignez sur ce point ? Oui, bien sûr, mais la seule différence, c'est la faute à qui ? C'est bien gentil de dénoncer les nouveaux négriers de l'immigration, les drames qu'on voit en Méditerranée. Le problème, c'est que sa politique en est largement responsable. Parce qu'en incitant à l'immigration vers l'Europe, et en particulier vers la France, eh bien, il encourage ces mafias, ce qu'il appelle ces négriers, ces passeurs, à faire passer de nouveaux malheureux contre quelques milliers de dollars, au risque de leur vie, vers nos pays. En plus, on n'a rien à leur offrir, et les peuples européens ne sont plus d'accord pour accepter une telle immigration. Donc, enfin là, la dénonciation est très claire. Mais peut-être que François Hollande est l'un des chefs de ces négriers, au final, par sa politique. Là, la dénonciation est très claire, Florian Philippot, de la part de François Hollande. C'est gentil de dénoncer, mais il faut prendre des actes. Il faut mettre en place une politique dissuasive de l'immigration pour aller frapper ces négriers. Il ne faut pas les encourager, il ne faut pas leur donner des armes, il ne faut pas leur donner le moyen de développer leur immonde commerce. Il faut au contraire les frapper. Et pour cela, comment on fait ? Peut-être qu'on en parlera, mais on met en place une politique dissuasive d'immigration, notamment les bateaux. On fait, vous savez, comme en Australie. Au lieu de les conduire vers le continent européen, on les reconduit systématiquement, comme ça ce sera dissuasif, vers les pays et les ports d'origine. Ça c'est une autre question, Florian Philippot, c'est la question du droit de la mer. Oui, voilà, mais c'est la question du droit de la mer, mais c'est la question aussi d'États qui sont encore capables souverainement de décider de leur politique d'immigration. Parce que, à ce que je sache, l'Australie respecte les règles internationales. Elle a juste décidé souverainement qu'elle n'acceptait plus l'immigration clandestine. Le résultat est d'ailleurs spectaculaire puisqu'il n'y a plus d'immigration clandestine quasiment vers l'Australie et qu'il y a eu l'an dernier 0 mort au large des côtes australiennes. C'est beaucoup plus. Ce n'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'elle a été divisée par 2. Remarquable que les résultats de l'Europe. Ce n'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'elle a été divisée par 2. Florian Philippot, avant-hier, des navires militaires allemands ont porté secours à 400 migrants. Oui, quand ils sont en train de mourir ou de se noyer, évidemment il faut leur porter secours. Vous en êtes tout de même heureux. Oui, je suis heureux qu'on ait pu eux les secourir, mais combien de morts à côté ? Et combien aussi qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes européennes pour les mettre où ? On apprend aujourd'hui que la Commission européenne va obliger les pays de l'Union européenne à recevoir des quotas de clandestins. Dans le cadre du droit d'asile, c'est-à-dire que la France sera obligée de prendre sa part. Mais si la France prend une part supplémentaire, elle risque l'indigestion parce que le seuil de tolérance est largement dépassé depuis très longtemps dans notre pays. Donc nous disons arrêt de l'immigration, lutte contre l'immigration clandestine par la politique dont je vous ai parlé, suppression des incitations sociales à l'immigration, comme l'aide médicale d'État par exemple, ou le statut très favorable du demandeur d'asile, qui fait que vous êtes le temps d'instruction de votre dossier, vous êtes logé gratuitement, vous recevez une allocation journalière de plus de 11 € par personne, etc. Et puis restauration des frontières nationales, c'est-à-dire remise en cause radicale des règles de l'Union européenne et de Schengen. Florian Philippot, vous critiquez beaucoup l'Union européenne dans cette affaire, mais l'Union européenne s'est dit prête à faire des opérations militaires ciblées contre les passeurs. Oui, mais l'Union européenne ne fera rien contre l'immigration. L'Union européenne, dans son ADN, est favorable à l'immigration. L'Union européenne, dans son ADN, est favorable à l'ouverture totale des frontières. Elle refuse les frontières. L'Union européenne, ce sont ces rapports qui pullulent à la Commission européenne dans les bureaux de Bruxelles qui vous expliquent que l'immigration, c'est formidable, que l'Europe aura besoin de 60 millions d'immigrés supplémentaires d'ici 2050, qu'il ne faut rien envisager en termes de politique nataliste ou en termes de politique familiale, qui serait la clé pour redynamiser la démographie de nos pays, mais qu'il faut accueillir toujours plus d'immigration, notamment parce que c'est le souhait du grand patronat pour faire baisser les salaires, pour faire une pression à la baisse sur les salaires et sur les droits sociaux. Donc il n'y a rien à attendre de l'Union européenne, si ce n'est une aggravation de l'immigration. On en a maintenant la preuve empirique, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on a ce système-là, qu'on a les Schengen, qu'on a les Frontex, qu'on a les opérations Triton, etc. Et ça fait 30 ans que l'immigration ne fait qu'augmenter. Florian Philippot, la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, on en a parlé en introduction. Vous aussi, vous commémorez ?
Oui, on commémore évidemment l'abolition de l'esclavage, c'est une évidence. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Si on veut lutter contre l'esclavagisme moderne aujourd'hui... Vous commémorez par la pensée. Comme tout, on ne peut que faire cela. Pas plus. Je ne suis moi pas maire ni en capacité de commémorer, mais évidemment qu'on peut commémorer. Maintenant, et ça rejoint un autre sujet, il ne faudrait pas non plus que l'histoire de France qu'on apprend à nos enfants se résume à cette repentance permanente. Parce que ça, pour la repentance, on est très fort, hein. On sait faire. Repentance, repentance, repentance. On en invente tous les 3 matins. En revanche, j'aimerais qu'on apprenne aussi à nos enfants, or c'est tout l'enjeu de la réforme du collège et de la réforme des programmes, autre chose, qu'on l'apprenne ça bien sûr, mais pas que ça, qu'on apprenne aussi les zones de lumière, les périodes glorieuses de l'histoire de France. Justement... Or il y en a et ça manque pas. Or ce sont précisément ces périodes-là qu'on va mettre sur le côté, elles deviendront optionnelles dans le cadre de la réforme des programmes, alors que tout ce qui est traite négrière, ce n'est pas ce que dit Florian Philippot. Esclavage, etc., restera obligatoire. Florian Philippot, ce n'est pas ce que dit Najat Vallaud-Belkacem ce matin dans le JDD, qui a donné une interview et qui confirme que seront apprises dans le cadre de la réforme des programmes, dans les nouveaux programmes d'histoire, les périodes de grandeur comme les périodes les plus sombres. Oui, les périodes les plus sombres seront obligatoires et les périodes de grandeur seront optionnelles. C'est pas ce qu'elle semblait dire ce matin dans l'interview. Elle essaie de rétropédaler, mais c'est malheureusement ce qui est le contenu de sa réforme, puisque, ça c'est vérifiable, les Lumières, l'humanisme, mais aussi l'apprentissage de la chrétienté, tout ça est optionnel, alors que l'apprentissage de l'islam, la traite négrière, etc., tout cela est obligatoire. Bon, mais écoutez, au moins les choses sont claires, il faut détruire le roman national, il faut apprendre à nos enfants, leur mettre encore plus dans la tête que la France, ça n'est pas bien, que la France est un pays qui est forcément coupable et qu'ils ont une dette en quelque sorte, or ils n'ont aucune dette bien évidemment. Quant à Madame Vallaud-Belkacem, je lui dis une chose, soyez beaucoup plus sereine vis-à-vis de l'opposition. Ne traitez pas comme elle l'a fait, de pseudo-intellectuels, ceux qui osent remettre en cause ou critiquer votre réforme, qui est largement critiquable. C'est qui les pseudo-intellectuels ? C'est M. Dormesson, Jean Dormesson, qui vient de critiquer assez fortement et avec raison sa réforme ? C'est qui ? Vous savez, elle a tellement peur de l'opposition. Sur cette question, Florian Philippot, Najat Vallaud-Belkacem a déclaré qu'elle allait réunir prochainement des historiens de renom pour que le travail en cours bénéficie de leur expertise. Oui, elle essaie de rétropédaler. Elle s'est peut-être rendue compte qu'elle était allée très loin. Est-ce qu'elle va aussi s'excuser vis-à-vis de Marine Le Pen, qu'elle a traité de harpie ? Est-ce que ça, c'est du niveau d'un ministre de la République de traiter la chef d'un grand parti d'opposition, du principal parti d'opposition, de harpie ? On est encore dans le débat d'idées, là ? Ou on est dans l'insulte parce qu'on sent soi-même qu'on est très mauvaise ? Parce que moi, Najat Vallaud-Belkacem, je vais vous dire une chose, je considère que c'est la pire ministre de l'Éducation nationale de ces dernières décennies. La pire ministre. C'est une personne qui supprime dans sa réforme du collège des heures d'enseignement. Sur le grec et le latin, Florian Philippot. Voilà, qui veut rendre plus difficile l'apprentissage du grec et du latin. Vous en êtes contre ? Voire le faire disparaître. Non, la suppression de l'option. Moi, personnellement, j'ai fait du latin jusqu'au baccalauréat et j'en étais très heureux. Voilà. Et je considère qu'on doit apprendre à nos enfants au maximum ces langues anciennes parce que c'est une des bases de notre civilisation, c'est même une des bases de notre langue française si on veut véritablement bien la comprendre et bien la maîtriser. Mais dans sa réforme, il y a du pédagogisme insupportable. Il y a une espèce de vindicte contre le cours magistral, alors que le cours magistral, il fait ses preuves. Moi, je veux bien qu'on fasse de l'interdisciplinarité, c'est à la mode, mais à condition d'abord qu'on maîtrise les disciplines. Parce que si on ne maîtrise pas la discipline, on ne peut pas faire d'interdisciplinarité, ou alors on est dans le fantasme pédagogiste. Il y a d'autres mesures dans cette réforme. L'apprentissage. Elle va écrire à tous les collèges de France pour leur expliquer, elle va le faire très très prochainement, pour leur expliquer les dangers de cette réforme et pour leur expliquer sa vision et ses propositions pour redresser l'éducation en France et notamment le collège. L'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 5e pour tous ? Oui, c'est un vœu pieux et en même temps on supprime des heures d'enseignement, donc c'est contradictoire. Vous savez, nous on est assez favorable à ce qu'au collège, on mette le paquet non pas sur le saupoudrage pour les langues, parce que c'est assez inefficace, on le voit par toutes les enquêtes, les Français ne maîtrisent pas mieux les langues étrangères qu'avant, mais qu'on fasse qu'on finance un trimestre d'immersion totale à l'étranger. Pour maîtriser, c'est comme ça qu'on maîtrise véritablement une langue étrangère, et d'autant mieux au collège, au moment où on apprend assez vite les langues,
plutôt que le saupoudrage depuis la maternelle au détriment du français, au détriment des mathématiques, au détriment des sciences, sans aucun résultat. Donc le Front National qui prône le renfermement sur lui-même de la France veut envoyer ses enfants à l'étranger pour apprendre les langues. Je ne sais pas, vous avez vu que le Front National prône le renfermement sur lui-même de la France. Le Front National, il prône la liberté de notre pays, qui n'a rien à voir avec l'isolement. Il n'a jamais prôné le renfermement. Au contraire, il dit la France est bien plus grande que l'Europe, bien plus grande que ce petit monde qui a le nez focalisé sur Bruxelles et sur Berlin en permanence. Nous voyons monde, nous voyons francophonie, nous voyons zone maritime mondiale, nous voyons les 5 continents, nous voyons la France puissance mondiale. Donc c'est l'inverse du renfermement. Florian Philippot, on fait une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Heureux qu'on y soit en tout cas. Non, l'extrême gauche aussi. Je suis heureux qu'on fasse, oui, puis quelques, mais ils sont minoritaires dans leur camp, PS et UMP, un peu plus courageux que les autres. Mais je suis heureux en tout cas que nos 2 députés aient voté contre, effectivement. Cette loi renseignement, c'est une honte. C'est une honte véritablement pour la République et pour la démocratie. C'est une loi qui consiste à donner tout pouvoir à l'autorité administrative et au Premier ministre, sans aucun contrôle judiciaire, pour aller fouiller vos mails, pour vous écouter dans vos conversations téléphoniques, pour capter vos textos, pour même surveiller l'opposition politique. Parce que je signale quand même à nos auditeurs qu'il y a dans cette loi la prévention des atteintes à la forme républicaine du gouvernement, qui permet de mettre sur écoute et sous surveillance généralisée toute opposition politique. De la part d'un pouvoir et d'un Premier ministre qui ne cesse de mentir aux Français en leur disant que nous ne sommes pas républicains, permettez-moi d'être assez inquiet. Donc cette loi, elle est non seulement très grave du point de vue des principes de liberté et de vie privée, c'est une arme de destruction massive contre la vie privée des Français, et en même temps elle est parfaitement inefficace, parce que rien n'est fait réellement pour lutter contre le terrorisme. Vous refusez qu'on donne à nos services de renseignement les moyens de détecter les terroristes potentiels? Non mais moi je veux pas simplement qu'on leur donne des moyens virtuels. Moi, je veux qu'on leur donne de vrais moyens. Parce que là, nos services de renseignement, qui sont épatants, ils ont été victimes d'une politique d'austérité depuis Nicolas Sarkozy, poursuivie par François Hollande, inégalée jusqu'ici. Moins d'effectifs, moins de moyens. Mais ça, c'est du réel. Parce qu'il faut du réel aussi. Et ça n'est pas prévu par cette loi. Moi, je signale que le problème, c'est pas de surveiller plus de monde. Parce que dans les attentats récents ou tentatives d'attentats, on avait détecté, les services de renseignement avaient détecté les personnes. La question, c'était de savoir si on avait les moyens de véritablement les suivre. La question, c'est aussi de savoir quand on détecte un étranger, comme monsieur le dernier là, qui voulait faire sauter des églises, Sid Ahmed Glam, algérien, arrivé en 2009 par le regroupement familial. Mais on nous a dit que c'était un étranger qu'on avait détecté parce qu'il était dangereux. Bah oui, mais dans ce cas-là, quand on est étranger et qu'on est détecté... Vous demandez davantage de moyens humains. Non, mais attendez, quand on est étranger et qu'on est détecté parce qu'on est dangereux, on ne doit pas être mis sous surveillance, on doit être expulsé. Parce qu'on est étranger et qu'on n'a rien à faire sur le territoire national. Plus de moyens pour la police, la gendarmerie, l'armée, ça, il n'y a rien non plus dans cette loi. Et puis du concret, enfin je veux dire, lutter contre le djihadisme, ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire déjà avoir des frontières, et ça veut dire la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux. Florian Philippot. Alors ça n'est pas prévu non plus par la loi. Donc non seulement c'est une loi liberticide, contre la vie privée des Français, contre l'opposition politique et donc contre la démocratie, et en même temps elle est parfaitement nulle et inefficace du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Florian Philippot, Claude Guéant nous disait la semaine dernière que toutes les pratiques avaient déjà lieu, que le texte ne permettait que de les légaliser. Autant le faire. Ah bah oui, bah très bien. Donc on peut légaliser plein de choses comme ça. C'est la même logique qui vous explique que on peut. C'est un peu la même logique que les salles de shoot. Bon, pour la drogue, ça existait déjà, donc autant le légaliser. Bon, enfin, je veux dire, quelle est la philosophie de cette logique? Ça n'a pas de sens. La philosophie, c'est simplement de donner les moyens à nos fonctionnaires de police de travailler. Je veux dire, même aux États-Unis, même dans la presse anglo-saxonne, elle est très très critiquée cette loi. Et eux, ils ont bien vu qu'elle était liberticide et inefficace, qu'on avait dupé les Français totalement. Alors, je veux dire, demain, on pourra être mis sous écoute sans même le savoir, par le Premier ministre, l'opposition politique pourra être fliquée, on pourra lire vos mails, on pourra consulter les pages que vous avez regardées sur Internet. Bon, et par ailleurs, en revanche, les vrais djihadistes, les vrais terroristes potentiels, eux, pourront continuer librement d'entrer et de quitter, de revenir en France, de quitter la France et d'y revenir, parce que de toute façon, il n'y a pas de frontières, parce qu'il n'y a pas de moyens réels pour la police et la gendarmerie. C'est donc l'inverse de ce qu'il fallait faire. Eh bien, écoutez, je crois que les Français vont s'en rendre compte très très rapidement. Pourquoi ça vous inquiète ?
Vous avez des choses à cacher, Florian Philippot? Non, je n'ai rien à cacher. Ah, quoique, attendez, si l'opposition politique peut être mise sous écoute, sur écoute, parce que M. Valls en a décidé ainsi, et de savoir que M. Valls est un homme qui perd ses moyens très rapidement, qui déteste la contradiction et qui a un vrai problème pour le coup, lui, avec la République et la démocratie, oui, ça m'inquiète. Mais ça ne m'inquiète pas personnellement, ça m'inquiète pour les valeurs et les principes d'une démocratie. François Hollande a tout de même saisi le Conseil constitutionnel concernant cette loi. Oui, c'est mieux que rien. Mais le Conseil constitutionnel a déjà fait aussi des erreurs par le passé, donc ça ne peut pas être une garantie suprême. Mais c'est mieux que rien. Quel est le regard que vous portez, Florian Philippot, sur les 3 ans de mandat de François Hollande? C'était l'anniversaire des 3 ans de François Hollande cette semaine. Bon, c'est une véritable catastrophe. Enfin, c'est un quinquennat qu'on aura envie d'oublier très rapidement. Mais moi, j'ai même pas envie de fêter, ou de pas fêter plutôt les 3 ans, c'est plutôt les 8 ans. Parce que je considère que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007, donc 5 ans de Sarkozy et déjà 3 ans de Hollande, la France glisse à toute vitesse sur le toboggan, quoi. Elle glisse sur le toboggan économique et social. On ne se relève pas, c'est la sous-croissance, c'est le chômage de masse. Elle glisse sur le toboggan de l'immigration massive, on le voit, on vient d'en parler, et de l'insécurité. Elle glisse sur le toboggan... Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux dans les 3 ans de François Hollande jusqu'à présent? Honnêtement, non. Rien du tout? Non, honnêtement, non. La libération des otages, par exemple? Les ventes de Rafale? Oui, très bien. Mais ça, c'est de la gestion quotidienne, c'est de l'action quotidienne. C'est pas un cap qui est fixé par le président de la République. Vous allez me dire aussi, dans telle préfecture, on peut avoir son permis de conduire avec un peu moins de retard qu'avant. On peut le mettre au crédit de François Hollande, ça, ou pas? Non, pas du tout. Tout ça n'a pas de sens. Il n'y a pas, si vous voulez, la politique qui est menée, c'est assez simple à comprendre. C'est pour ça que je parle des 8 ans, Sarkozy-Hollande. C'est une politique de sous-préfet de Bruxelles. En réalité, ces gens-là font semblant de gouverner, de diriger, alors qu'ils n'ont plus aucune manette, qu'ils vont chercher tous les 4 matins leurs ordres à Berlin et à Bruxelles pour savoir ce qu'ils doivent faire, et que la politique qu'ils leur est préconisée, qu'ils leur est demandée, est contraire aux intérêts de la France et du peuple français, que ce soit en matière économique et sociale. On continue avec l'austérité. Sauf que la France continue avec l'ouverture totale des frontières. Que ce soit en matière d'immigration, on l'a dit, que ce soit en matière de suppression de notre souveraineté nationale. C'est-à-dire que les Français votent, mais ils votent pour des gens qui n'ont pas le pouvoir. Florian Philippot, la France pèse aussi à Bruxelles. Pierre Moscovici, par exemple, commissaire européen. Elle pèse comment? En parlant anglais, c'est ça? Non, je veux dire, déjà, elle ne respecte même pas sa langue. Elle n'est même pas capable de défendre sa langue. Donc vous imaginez bien qu'elle n'est pas capable de défendre ses intérêts nationaux. Voilà. Monsieur Moscovici défend les intérêts de la France, mais il ne le faisait déjà pas quand il était ministre de l'économie. Donc vous imaginez qu'il le fait encore moins quand il est englué au sein de la Commission européenne, qui est une instance profondément, viscéralement attachée à la destruction des nations et des démocraties nationales. La Commission européenne voit les États-nations comme des ennemis et des adversaires qu'il faut détruire. Et ça, il faut aussi que tout le monde le comprenne. Quand on n'a pas les manettes, on ne peut rien faire de bon pour son propre pays. Et ça, c'est un élément qui, je crois, va devenir crucial dans le débat public dans les années qui viennent. Florian Philippot, on fait une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique Sud Radio. Florian Philippot en direct dans le brunch politique de Sud Radio. Florian Philippot, êtes-vous un jeune trou du cul aux yeux de Jean-Marie Le Pen? Il a déclaré cette semaine que le Front National se prépare à remplacer les vieux cons par des jeunes trous du cul. Vous imaginez bien que je ne répondrai pas à ce genre de propos. Voilà. Je suis dans le débat politique. Ça vous était destiné? Je crois que ça ne m'était pas simplement destiné à moi, si tant est que j'étais visé par cette phrase. Je crois qu'il y avait du pluriel et qu'il y avait beaucoup de monde qui était concerné. Mais on peut pas imaginer. Vous imaginez bien que je ne vais pas répondre à ça. Non, mais on peut pas imaginer que ça ne vous fasse pas réagir. Non, ça me fait honnêtement pas du tout réagir. Non. Quand vous avez le président d'honneur de votre parti qui vous insulte, presque nommément dans une lettre ouverte qu'il rend publique sur son blog, ça ne vous fait pas réagir, Florian Philippot? Non, je crois que les seuls que ça fera réagir, le seul qui peut réagir, c'est celui qui tient les insultes. Voilà. Vous savez, une insulte, ça déshonore celui qui tient l'insulte. Ça déshonore pas celui qui en est victime. Voilà. Moi, je suis dans le débat politique et je ne réagirai pas à ce genre de propos. C'est une règle que je me suis fixée, qui me semble, je pense, respectueuse de nos électeurs, respectueuse de mes convictions, et je suis dans le débat politique parce que je pense que l'UMP, le PS font trop de mal à la France pour que j'ai le temps de répondre à ce genre de choses. Les mots sont durs, tout de même. Ils ont été rendus publics. Une félonie. Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'il répudiait sa fille. J'ai honte qu'il porte mon nom. Oui. Les mots sont durs, oui. Excessifs. Et quels sont les rapports aujourd'hui entre Jean-Marie Le Pen et sa fille? Je ne sais pas s'ils ont des rapports, je ne rentrerai pas dans ce genre de considérations. Vous savez,
la personne qui a agi au Front National, c'était pas la fille de Jean-Marie Le Pen, c'était la présidente du Front National. C'est tout à fait différent. C'était la responsable politique, je dirais même la femme d'État. Parce que pour être capable de prendre des décisions qui sont difficiles, on l'imagine bien pour elle sur le plan personnel, mais de les prendre pour l'intérêt supérieur de son mouvement et donc de la France, puisque nous sommes les seuls à défendre véritablement la France dans sa liberté, sa souveraineté, son identité, sa prospérité, eh bien, il en faut une sacrée dose de courage et de hauteur de vue. Et Marine Le Pen a ce courage et cette hauteur de vue, ce sens des responsabilités. Elle a agi pour que cette crise terminée, passée, devienne maintenant une opportunité, c'est-à-dire une chance de refonder, de rénover, de moderniser, de professionnaliser le Front National pour les échéances électorales à venir, et notamment la présidentielle. Vous comprenez la colère de Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, on a essayé de discuter en bureau politique, encore lundi, voilà, on n'a pas pu trouver de solution, je le regrette, très honnêtement. Mais à partir du moment où des propos avaient été dits, qu'ils étaient totalement contraires à la ligne du Front National, très polémique et donc il faisait perdre du temps au Front National et il faisait du mal, et qu'on n'a pas pu trouver de solution politique, l'objectif qu'avait fixé la présidente du Front, c'était que sa parole, libre bien sûr, ne puisse plus engager le Front National. Cet objectif a été assumé, atteint, et il a fallu pour cela que les décisions soient prises. C'est agréable pour personne, je le dis tout de suite, mais en même temps, comme elle l'a dit elle-même, de cette crise passée, faisons une opportunité pour un front plus fort demain, plus rassemblé, plus uni et davantage capable d'incarner une alternative, une espérance pour le peuple français qui n'en peut plus. C'est une trahison de la part de Marine Le Pen. Du cul-de-sac de l'UMPS, voyez. C'est une trahison de la part de Marine Le Pen. C'est une trahison. Je vous pose la question. Non, pas du tout. Je pense que c'est au contraire respecter ses électeurs, respecter ses adhérents. Envers celui qui lui a donné ce parti. Non mais attendez, Marine Le Pen, personne ne lui a donné le parti. Marine Le Pen a été élue par les adhérents en 2011 sur une ligne claire. Ça aurait été une trahison si elle n'avait pas respecté cette ligne, si elle n'avait pas respecté l'engagement qu'elle a pris devant les Français de tout mettre en œuvre pour arriver au pouvoir et pour sortir la France du chaos dans lequel elle s'enfonce aujourd'hui, pour arracher la France à ces gens qui la maltraitent, qui la méprisent et qui sont à l'UMP et au Parti Socialiste et qui se partagent le pouvoir depuis des dizaines d'années dans une indécence incroyable. Là, ça aurait été trahir les électeurs français et les adhérents du Front. D'ailleurs, les adhérents du Front l'ont bien compris. Il y a un tout récent sondage qui montre qu'ils suivent très largement, très massivement Marine Le Pen dans ses décisions. Jean-Marie Le Pen, suspendu de son adhésion, pourquoi pas l'exclusion définitive ? Non, c'est la décision qui a été prise par le bureau exécutif. L'objectif étant de redonner la parole aux adhérents du Front par une assemblée générale extraordinaire, parce que ce sont les adhérents du Front qui décideront de cette réforme des statuts, qui comprendra notamment, mais ce ne sera pas le seul point, la suppression de la présidence d'honneur, mais il y aura d'autres points visant à davantage de démocratie interne au sein du Front National, davantage à un front davantage modernisé et rénové, et donc mieux adapté probablement à la présidentielle de Marine Le Pen. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, Jean-Marie Le Pen retrouvera son statut d'adhérent de plein droit du Front National. Nous n'y sommes pas encore, et pour l'instant, des groupes de travail vont se mettre en place pour proposer une modernisation, une refonte des statuts du Front National, une professionnalisation, et le bureau politique devra se prononcer courant juin, et les adhérents voteront sur cette proposition faite par la présidente du Front National. Mais une exclusion est toujours possible ? On n'est pas là, non mais aujourd'hui les décisions ont été prises, on n'est plus au stade de prise de décision concernant Jean-Marie Le Pen. Vous pensez que le parti du Front National va pouvoir profiter de cette annonce de suspension du père, cette annonce Je pense que il profitera de quelque chose de beaucoup plus large, c'est pas ciblé sur une personne, il profitera de sa capacité à démontrer d'abord qu'il tient une ligne, et qu'il ne ment pas aux électeurs quand il dit qu'il défend la République, quand il dit qu'il défend la France, la nation, la démocratie, quand il dit qu'il veut se donner les moyens d'arriver au pouvoir pour arracher la France au déclin de l'UMPS, eh bien ce n'est pas du flan, c'est pas du mensonge. Et ça, je pense que les électeurs lui créditeront. Et cette clarté, cette clarification sur les valeurs, les convictions, les principes qui sont les nôtres. Et par ailleurs, je pense qu'il profitera de cette opportunité qui lui est donnée de se moderniser, bien sûr. Parce qu'un parti qui se modernise, qui est davantage capable de combattre lors des échéances électorales, et notamment la présidentielle, il est plus fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui le système tremble.
Moi, j'ai entendu les déclarations, d'ailleurs brouillonnes dans tous les sens, venant de l'UMP, du PS, face à ce qui se passe au Front National. Le système est effrayé, parce qu'il voit bien que de cette mue va sortir un front plus rassembleur et donc plus dangereux pour eux, pour leur poste, pour leur place, pour leur siège qu'ils occupent depuis des dizaines d'années et qui font tant de mal à la France. Oui, un front plus performant fait trembler l'UMP et le PS. On le voit déjà et on le verra de plus en plus dans les mois qui viennent. Il y a un sondage IFOP pour le JDD publié aujourd'hui. Si Jean-Marie Le Pen quitte le Front National, 13% des sondés, n'ayant pas voté FN aux dernières élections, déclarent que cela pourrait les inciter à voter pour vous dans les prochaines échéances. Je pense que tout le travail qu'on fait doit inciter un maximum de Français à venir nous rejoindre. Je pense que chaque jour, il y a des yeux qui s'ouvrent, effectivement. Et c'est pas simplement c'est pas une question de Jean-Marie Le Pen ou pas. C'est une question de travail. Un peu quand même, Florian Philippot. Non, parce que le Front, si vous voulez, depuis... Parce qu'il représente des choses quand même, Jean-Marie Le Pen. En 5-6 ans, le Front est passé de 5 à 25% des voix. Ça, c'est le fruit d'un travail, d'une capacité à convaincre les Français sur le fond. Quand on leur dit qu'ils doivent être un pays libre et souverain, quand on leur dit qu'ils doivent être un pays qui ne doit pas avoir peur de se protéger par exemple de la mondialisation sauvage, un pays qui ne doit pas avoir peur de gérer ses frontières, sa monnaie, son budget, sa loi comme il l'entend, son immigration comme il l'entend, eh bien ça les Français l'entendent et puis les Français voient les masses de trahison en face, de la part, on parlait de François Hollande qui n'a pas tenu compte de ses promesses de campagne de 2012. Il voit les masses de trahison répétées de Nicolas Sarkozy qui refait sans arrêt les mêmes promesses pour mieux les trahir une fois qu'il est au pouvoir. Et je crois que tout ce travail de conviction permet d'agréger un maximum de Français à nous. Florian Philippot, Jean-Marie Le Pen a détenu un compte caché en Suisse, crédité de 2,2 millions d'euros. C'est Mediapart qui l'a révélé. Tout ça tombe au même moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen peut faire une croix, du coup, sur son héritage, sur cet argent caché. Bon, enfin, écoutez, d'abord, permettez-moi de vous demander de mettre un conditionnel. Il aurait détenu, parce que, à ce que je sache, il a nié et l'enquête avancera, on verra bien. Donc il faut être très prudent dans ce genre d'affaires, surtout quand ça vient de Mediapart. Mais je pense qu'il s'en expliquera naturellement. Quant à la question, excusez-moi, sur l'héritage de Marine Le Pen, je la trouve très indécente et je n'y répondrai pas. Jeanne, mise en examen. Jeanne, c'est le nom du micro-parti de Marine Le Pen, soupçonné de financement illégal des campagnes du Front National. Oui, alors ça, c'est une enquête, si vous voulez, qui est ouverte depuis 2-3 ans. On ne comprend toujours pas ce qui est reproché, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que la justice elle-même ne sait plus où elle en est. On vous reproche la mise à disposition gratuite de locaux ou d'employés, l'octroi de crédits sans intérêt et la prise en charge de factures. Sauf que comme il n'y a rien et que toutes les campagnes qui sont épluchées l'ont déjà été par la Commission nationale des comptes de campagne et qu'à chaque fois elles ont été validées sans aucun problème, on voit bien qu'on est dans l'acharnement politique. Vous savez, ils envisagent maintenant même d'aller auditionner nos 570 candidats aux élections législatives de 2012. Ça va mobiliser combien d'OPJ, combien de moyens, combien de policiers pour faire cela ? Oui, combien ça va mobiliser de moyens humains et matériels pour faire cela, pendant que, soi-disant, la menace viendrait du terrorisme djihadiste contre lequel nous n'avons pas suffisamment de moyens. L'enquête, notamment, une des juges d'instruction, c'est Madame Aude Burézy, qui est haut placée au syndicat de la magistrature, qui est un syndicat qui assume de combattre le Front National. Vous savez, c'est ce syndicat qui avait fait un mur des cons. Mur des cons sur lequel on trouvait des parents de victimes assassinées, qui étaient considérés comme des cons. En revanche, les criminels et les délinquants, eux, on ne trouvait pas de traces de ces personnes-là, de ces monstres-là, sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Voilà, derrière cette enquête-là, qui ne donne rien, il s'agit de faire du bruit médiatique. Il y a une juge qui s'acharne contre vous, c'est ce que vous dites. Il y a Madame Taubira, c'est une évidence. Madame Taubira qui a déclaré il y a quelques jours, parlant de ses adversaires à la radio, « Je suis en capacité de les écraser tous ». Vous trouvez que ce sont des paroles dignes du ministre de la République, encore une fois ? Vous pensez qu'on peut avoir confiance dans la justice quand on voit que la garde des Sceaux dit cela ? Quand elle dit, d'ailleurs, autre chose, les gens qui me ressemblent, dans le Figaro, il y a 2 jours, les gens qui me ressemblent sont plus nombreux et il vaut mieux ne pas trop défier ce monde-là. C'est quoi ? C'est une incitation à la guerre raciale ? Enfin, c'est quoi ? C'est digne, ça aussi, d'une ministre de la République ? Madame Taubira est une personne qui, dans ses propos, qui vous y voyez part en vrille. Vous y Monsieur Valls, d'ailleurs. Peut-être qu'on parlera de l'affaire Toll ou de l'affaire Ménard, et on pourra le démontrer. Ce sont des gens qui ne se maîtrisent plus, qui n'acceptent plus l'opposition politique, surtout quand elle est patriote. Qui ont rompu avec tous les principes de la démocratie et de la République les plus élémentaires et qui aujourd'hui partent complètement en vrille, que ce soit Madame Taubira ou Monsieur Valls, et on pourra y revenir si vous voulez. Mais moi, ces gens-là, je les trouve inquiétants
Je les trouve inquiétants pour la démocratie, pour la République, et je ne peux pas imaginer autre chose qu'une instrumentalisation politique quand je vois tant de violence dans sa bouche. Une instrumentalisation contre le Front politique de la National et les justice. patriotes. Une instrumentalisation politique de la justice, c'est ce que vous dénoncez? C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence absolue. L'ennemi pour eux, ça n'est plus un adversaire politique, c'est un ennemi. C'est le Front National. Ce sont les patriotes qui sont aux portes du pouvoir et qui représentent un bouleversement total. C'est pas l'UMP. Avec l'UMP, on fait copain-copain. Il n'y a pas de problème. C'est le Front National. Ce sont les patriotes qui veulent un bouleversement total de politique. Florian Philippot, vous avez pris la défense d'Emmanuel Todd. C'est une tentative de récupération d'un intellectuel de gauche? Non, vous voyez, moi j'ai un principe dans la vie, c'est que je défends la liberté d'expression. Ouais. Oh, il y a des choses très intéressantes chez Emmanuel Todd, et depuis longtemps. Vous voyez, moi j'ai le souvenir de la fondation Marc Bloch, qui s'est ensuite appelée Fondation du 2 mars, qui était souverainiste, et je crois que Todd en était signataire. Donc je le suis depuis longtemps. Il y a des choses que j'approuve chez lui, des choses que je n'approuve pas, mais je suis en tous les cas pour la liberté d'expression. J'ai trouvé là aussi, on parlait de partir en vrille, et je vous disais qu'à côté de Mme Taubira, il y avait M. Valls. Je trouve très inquiétant qu'un Premier ministre, chef de l'exécutif, entre en campagne, en croisade, contre maintenant des écrivains et des intellectuels. Il y a eu Zemmour. François Hollande nous a expliqué qu'il ne fallait pas lire le livre d'Éric Zemmour. Il y a eu ensuite le philosophe M. Onfray. Pendant la campagne départementale, Valls est entré en guerre, en croisade contre un philosophe parce qu'il avait eu le déshonneur aux yeux de M. Valls de ne pas être d'accord avec lui. Et puis aujourd'hui, il y a Emmanuel Todd. Le Premier ministre fait une tribune contre lui. Je veux dire, ces fatwas d'État, ces zoukas d'État commencent à devenir... Fatwa. Oui, ces fatwas d'État contre des écrivains, des philosophes, des intellectuels commencent à devenir extrêmement problématiques, là aussi, du point de vue de la démocratie et de la République. Le Premier ministre, le chef de l'exécutif, n'a pas à dire ce qu'on doit lire ou ce qu'on ne doit pas lire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain? Il faut faire quoi? Il faut brûler leurs livres? Il faut les interdire? Il faut interdire l'opposition politique? Il faut les mettre en prison? Il faut mettre en prison M. Ménard aussi? Vous allez loin, Florian Philippot? Non, mais eux vont très loin. Emmanuel Todd, les Français voient bien qu'on est dans une ambiance bizarre, qu'on a un pouvoir qui fait voter une loi renseignement pour écouter tout le monde, pour surveiller tout le monde, pour surveiller l'opposition politique. On a un Premier ministre qui revendique de, je reprends son mot, stigmatiser le principal parti de France, c'est-à-dire le Front National et des millions d'électeurs. On n'a jamais vu ça dans les années récentes. C'est nouveau, ça. On a aujourd'hui des écrivains, des philosophes qui sont cloués au pilori dans le débat public parce qu'ils ne pensent pas bien. Tout ça est gravissime, gravissime. Emmanuel Todd qui compare... Quant à Mme Vallaud-Belkacem, qui elle parle de pseudo-intellectuel parce qu'il critique comme M. d'Ormesson, parce qu'il critique sa réforme. Voilà, et ces gens-là ont un principe, c'est évident, ils paniquent parce qu'ils sont en échec total, ils ne se maîtrisent plus, ils partent en vrille, quitte à fouler du pied la démocratie et la République. Emmanuel Todd qui compare Manuel Valls à Pétain. Oui, c'est sa réponse. Alors, il a été violemment attaqué, il répond avec ses armes. C'est pas un peu excessif? Oh, vous savez, en matière de comparaison avec Pétain, le dernier qui l'a fait, c'était M. Cambadélis, le chef du Parti Socialiste, qui il y a 3 jours, il a dit que Valls et Hollande étaient le glaive et le bouclier. Peut-être par inculture ne se rend-il pas compte que le glaive et le bouclier, c'était une théorie pour nous expliquer qui signifiait De Gaulle et Pétain. Donc en réalité, il a comparé Hollande à Pétain. Je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Ça doit être le signe d'une inculture manifeste et massive, ou alors il a un message à nous faire passer. Emmanuel Todd, justement, on va simplement revenir et expliquer également l'objet de la discorde. Dans son dernier essai, Qui est Charlie? Il y soutient que les manifestations du 11 janvier étaient en fait islamophobes. Oui, je ne le crois pas. Je défends la liberté d'expression sans partager tout, mais c'est ça la liberté d'expression. C'est pas simplement défendre les choses avec lesquelles vous êtes parfaitement d'accord, sinon c'est pas la liberté d'expression. Ça c'est la liberté d'expression, sinon version UMPS. Non, mais vous êtes également contre finalement ces manifestations du 11 janvier, vous n'y étiez pas. Non, je n'étais pas contre, j'y étais à Metz. J'étais à Metz avec les manifestants. Je suis contre la sacralisation, vous savez, on a parlé de l'esprit du 11 janvier, ce qui signifie en fait le garde à vous national. Il fallait se mettre au garde à vous parce qu'il y avait l'esprit du 11 janvier. Aujourd'hui, j'entends des propositions à l'UMP. Il faut une loi, il faut une journée du 11 janvier pour, nous dit l'UMP, mettre les Français sous pression. Je crois que les Français sont déjà suffisamment sous pression de la vie quotidienne et des difficultés du quotidien pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter une couche de pression supplémentaire. Non, le 11 janvier, les Français ont manifesté effectivement contre l'islamisme, pour la liberté, contre le fondamentalisme. Bien, ça c'est une évidence. Ce n'était pas islamophobe. Mais je comprends que certains qui pensaient, parmi les bobos, quand Todd leur dit cela en face, et que eux pensaient avoir manifesté
contre le Front National, parce que certains ont parmi les sphères les plus bobos... Contre tous les extrêmes. Oui, les sphères les plus bobos, certains se sont convaincus qu'on avait manifesté contre le Front National. Alors pas du tout, le peuple de France, il a manifesté contre l'islamisme. Je comprends que pour eux, ce soit très violent, cette thèse de M. Todd, et qu'ils aient envie de le faire taire. Florian Philippot, on fait une courte pause, et dans un instant, la suite du brunch politique. On va revenir sur la polémique autour des propos de Robert Ménard. Politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot. 54% des Français se déclarent choqués par les méthodes de Robert Ménard, selon un sondage Odoxa pour iTélé. Il faut rappeler que Robert Ménard a annoncé lundi qu'il faisait des statistiques sur le nombre d'enfants musulmans dans sa ville. Ça vous choque, vous ? 54%, c'est très peu, sachant qu'on a beaucoup menti aux Français sur ce que faisait Robert Ménard. Beaucoup de Français pensent qu'il fait des fichiers. Alors c'est faux, il l'a toujours dit, il ne fait pas de fichiers, aucun fichier. Il a utilisé une méthode, je crois des prénoms, pour regarder à peu près, c'est forcément artisanal et empirique, combien il y avait de telle ou telle confession parmi les enfants de sa ville. Il a donné un chiffre très précis. Oui, tout mais de même. je crois qu'il a voulu identifier les ghettos communautaires. Et en tant que maire, c'est pas totalement anormal de faire cela. Pour lutter contre le communautarisme, de savoir déjà où on doit lutter, contre quelle forme de communautarisme. Voilà, il y a des ghettos communautaires, il ne faut pas se voiler les yeux. Parce que si le but de cette fausse polémique, c'est d'éviter tout sujet, tout débat sur le communautarisme et l'immigration massive, alors on voit bien qu'on passe à côté du sujet. Mais là aussi, si vous voulez, ça rejoint totalement ce qu'on disait. C'est un autre exemple, à côté des Todd, Onfray, etc. Un maire d'une ville de 70 000 habitants, M. Ménard, élu du peuple, déclare à la télévision, allez, il y a 64% de musulmans parmi les enfants scolarisés dans l'école publique de ma ville, très bien, que le lendemain, il y ait 4 officiers de police judiciaire pour aller perquisitionner sa mairie. Le lendemain, quelques heures après. Que le surlendemain, il soit écouté par la police, entendu par la police, pour s'expliquer comme un vulgaire délinquant ou un vulgaire criminel. Vous trouvez qu'on est tout à fait en démocratie encore ? Vous trouvez que ça sent pas bizarre, ça ? En même temps, ça sent pas la traque de l'opposition politique, Bon, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter le délire. On a des tonnes de criminalité et de délinquance en France. On n'a pas de temps à perdre avec ces. Vous pensez que la bêtises-là. justice a agi sur ordre du gouvernement ? Mais c'est une évidence. Vous avez eu tout de suite un tweet de M. Valls indigné qui explique qu'il ne faut faire aucune distinction entre les Français. Il a raison. Le seul problème, c'est que M. Valls n'est pas le mieux placé pour parler de tout cela. Parce que c'est lui, et ça a été immortalisé par les caméras de télévision, c'est lui qui expliquait que dans sa ville d'Evry, il fallait lui mettre quelques whites, quelques blancos, parce que quoi ? Parce qu'il y avait trop de noirs et d'arabes, c'est ça ? Ficher les enfants. Il n'est pas le mieux placé sur cette question-là. Le jour même où il faisait voter une loi renseignement qui va organiser un fichage généralisé de la population française. Bon, donc tous ces gens-là sont des hypocrites. Et puis Mme Aubry, quand elle explique qu'à Lille, dans sa ville de Lille, il y a 35% de maghrébins. Elle le sait comment ? Elle le sait comment ? Elle n'a pas fait de statistiques, elle ? Quand l'observatoire officiel, public, l'observatoire des discriminations explique qu'il utilise la méthode des prénoms, il a le droit, lui, mais pas Robert Ménard ? Je veux dire, tout cela, ça sent l'hypocrisie, mais du point de vue de la réplique policière et judiciaire, c'est là encore très rapide, très ciblé et donc très inquiétant pour la démocratie. Ficher des enfants selon leur religion, c'est renvoyer aux heures les plus sombres de notre histoire. Les propos sont signés Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, mais ces propos nous rappellent surtout que ce gouvernement fait partie des heures les plus sottes de notre histoire. Parce que si on n'est pas capable de dire la vérité aux Français et qu'on parle de fichage, de fichiers, alors qu'il n'y a aucun fichier, aucun fichage, que même la perquisition a dû dire qu'ils n'avaient rien trouvé dans la ville de Béziers. Voilà. Bon, derrière cela, si on va au fond des choses, il y a évidemment une menace contre l'opposition politique, l'opposition patriote, qu'on va chercher par des méthodes policières et judiciaires maintenant, ouvertement, sans aucune gêne. Et il y a le grand débat et le grand sujet de l'immigration massive et du communautarisme. Voilà, il y a aujourd'hui une explosion de l'immigration. Ça date depuis des dizaines d'années, mais c'est vrai que depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, les chiffres se sont emballés, aussi bien du point de vue de l'immigration légale que de l'immigration illégale. Et aujourd'hui, seul le Front National, Rassemblement Bleu Marine, promet l'arrêt de l'immigration et va s'en donner les moyens en matière notamment de frontières. Vous seriez bien passé de cette nouvelle polémique au sein du Front National ? Déjà, ce n'est pas au sein du Front National, parce que Robert Ménard est soutenu par le Front, mais il n'est pas Front. Et par ailleurs, ça nous pose aucun problème. Parce que si ça permet d'aborder le grand sujet du communautarisme et de l'immigration massive, alors ça permettra de faire avancer le débat de fond. Alors je crois que c'est ça que vont entendre les Français derrière cette affaire-là. Et si ça nous permet de montrer les méthodes policières et judiciaires du pouvoir en place aujourd'hui, alors on aura gagné aussi, on aura ouvert des yeux. Et sur les statistiques ethniques, vous souhaitez relancer le débat ?
Non, nous, on n'est pas bloqué des statistiques qui soient faites par des chercheurs, des démographes. Il y en a déjà, à moitié assumées, d'ailleurs, religieuses. Tout ça, c'est pas forcément choquant, c'est un but de recherche. Qu'il y ait une utilisation d'État, non. D'ailleurs, on voit bien qui soutient aujourd'hui les statistiques ethniques. Ce sont toutes les associations communautaristes, le CRAN, etc. Toute la gauche communautariste également, ou la droite communautariste. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent les utiliser pour faire de la discrimination positive et pour imposer des quotas. Donc, ça, c'est profondément anti-républicain. Donc vous en faites, mais vous n'êtes pas pour ? Non, on n'en fait pas, nous. Si, Robert Ménard en fait. Il a regardé dans les registres d'école, il a regardé les prénoms, il a fait une statistique religieuse, pour le coup, pas ethnique. Puisque, à ce que je sache, musulman n'est pas une ethnie. Mardi, verdict du procès d'Alain Soral, poursuivi pour avoir fait une quenelle devant le mémorial juif de Berlin. Vous espérez une condamnation lourde, Florian Philippot ? C'est à la justice de dire. C'est pas à moi de dire s'il faut une condamnation lourde ou pas. Il faudrait surtout une condamnation lourde. Vous pouvez avoir un avis ? Non, je n'ai pas d'avis particulier. Moi, je pense qu'on ferait mieux de s'intéresser aux actes concrets aujourd'hui d'antisémitisme, puisqu'on en parle, ou par exemple, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la stèle en hommage à Ilan Halimi qui a été cassée. C'est le cimetière, c'en est où d'ailleurs la profanation du cimetière juif de Sarre-Union ? Le jour où on a appris dans la presse que les petits jeunes qui avaient fait ça étaient des antifas d'extrême gauche, on n'en a plus du tout entendu parler. Ça c'est concret, là il y a de la profanation, voilà. Pour le reste, bon. Florian Philippot, on va dire un mot de l'UMP, les Républicains, nouveau nom pour l'UMP. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je les appellerai toujours l'UMP. Pour moi, ils seront toujours l'UMP. Voilà. Ça sous-entend que les autres ne le sont pas, les Républicains. Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils seront toujours pour moi l'UMP. Les Républicains, pour eux, donc la République, c'est marketing. C'est une marque, c'est un nom, c'est un slogan. Bon, ça montre bien ce que ça veut dire. Voilà, je crois que derrière cela, il y a surtout une espèce de fascination pour les États-Unis. Il s'agit de copier les républicains américains. Ça montre la soumission de Sarko l'américain, comme on disait. Il y aura les républicains et les démocrates. Se renomment les démocrates. Et la boucle de leur soumission à Washington sera bouclée. On aura les républicains et les démocrates, l'UMPS. Voilà. Mais, bon, évidemment... Et puis on aura les patriotes, c'est ça ? Alors, les patriotes... Pour le Front National. Non, mais nous sommes les patriotes, ça c'est vrai. Mais les patriotes, il y en a aussi beaucoup en dehors du Front National, mais qui, je crois, vont nous rejoindre parce qu'ils aiment leur pays. C'est votre futur nom, les patriotes ? Non, les patriotes, c'est le nom aujourd'hui d'un réseau social du Front National qui s'appelle lespatriotes.net. Mais vous allez changer de nom. J'ai entendu cette polémique. Vous allez changer de nom dans les prochains mois, et donc ce sera les patriotes, votre futur nom. Non, pourquoi vous dites qu'on va changer de nom ? Ça tout le monde le sait aujourd'hui. Non, c'est pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire sur la refonte interne du Front National. Vous avez demandé à votre directeur de cabinet de déposer le nom Les Patriotes à l'INPI. Oui, il l'a fait début avril, au moment où nous relancions notre réseau social, Les Patriotes, que nous avons relancé fin mars. On s'est rendu compte que le nom n'était pas protégé, donc on l'a protégé à l'INPI. Mon Dieu, c'est d'une simplicité biblique. Sauf que Florian Philippot, à l'INPI, on protège un nom uniquement pour certaines activités. Vous l'avez déposé pas seulement pour protéger le réseau social, mais aussi pour toutes les activités dont dépend un parti politique. Oui, mais bien. Donc vous y pensez, les patriotes ? Non, mais très bien. Comme ça, l'UMP ne pourra pas se nommer comme ça. Ils se nommeront les Républicains. Ça sera très bien. Ça montrera leur soumission aux États-Unis. Mais il se trouve que les patriotes, c'est un réseau social que j'encourage chacun à rejoindre, d'ailleurs, qui permet l'action militante en ligne. Florian Philippot, la question de la primaire à droite, à l'UMP, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, vous avez une préférence ? Non, j'ai évidemment pas de préférence. Tout ça sent quand même la naphtaline. Tout ça n'est pas très nouveau, pas très récent, crée aucune espérance pour les Français. Maintenant, moi je pense que Nicolas Sarkozy est totalement démonétisé, pas simplement par ses affaires, mais aussi par son bilan, tout simplement. Il a eu 10 ans le pouvoir comme ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Il n'en a rien fait. Mais je pense qu'Alain Juppé, qui lui aussi est un vieux de la vieille, qui a eu le pouvoir longtemps, probablement aujourd'hui apparaît comme plus rassembleur que Nicolas Sarkozy. C'est son seul avantage, à mon avis, sur Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, plus rassembleur. Alain Juppé, oui, au sein de son camp, je pense qu'il est aujourd'hui plus rassembleur que Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est une évidence. François Bayrou, par exemple, a annoncé qu'il pourrait se rallier à Alain Juppé si c'était lui qui gagnait la primaire. C'est une des preuves qui montre qu'il est probablement dans son camp plus rassembleur aujourd'hui que Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aucun des deux, je vais vous dire, ne nous fait peur. Vous pourriez être compatible avec Alain Juppé ? On peut facilement retrouver leur bilan, leurs déclarations, leurs mensonges. Et on voit bien que ces gens-là n'incarnent aucune alternative politique, aucune espérance pour le peuple français. Les écoutes de Paul Bismuth,
alias Nicolas Sarkozy, ont été validés en appel cette semaine, ce qui confirme sa mise en examen. Ça vous choque, ces écoutes ? Non, mais ça ne peut pas me choquer dans la mesure où... Vous qui êtes contre le projet de loi sur le renseignement. De quoi il se plaint, Nicolas Sarkozy ? Il a demandé la veille à ses députés de voter la loi renseignement, ils l'ont fait d'ailleurs massivement, qui permet de mettre sur écoute tout le monde, sans contrôle de la justice, y compris l'opposition politique. Donc de quoi il se plaint ? Il faut assumer. Si on l'accepte pour les Français, il faut l'accepter pour soi-même. Henri Guénaud et Nadine Morano qui dénoncent une ivresse de surpuissance des juges qui s'obstinent, voire une instrumentalisation de la justice, là aussi. Oui, mais à ce que je sache, eux ne sont jamais ciblés par Mme Taubira avec la violence qui nous est destinée. Quant à l'affaire Big Malion, là, je veux dire, il y a des aveux. Il y a bien quelqu'un qui est venu en pleurs à la télévision expliquer qu'il y avait un système. L'instrumentalisation de la justice, elle marche uniquement à votre rencontre ? Je suis désolé, mais concernant Nicolas Sarkozy, déjà, il y a beaucoup d'affaires. Et puis, il y a des affaires concrètes, réelles. Encore une fois, sur Big Malion, on ne l'a pas inventé. On n'a pas inventé les aveux. On n'a pas inventé le système. Ça n'a rien à voir avec le Front National qu'on essaie de mettre dans l'actualité judiciaire médiatique, alors que c'est vide et qu'il n'y a rien. Florian Philippot, le 6 et le 13 décembre prochain, les régionales en PACA, vous pensez que Marion Maréchal Le Pen sera candidate ? Je l'espère en tout cas. Je crois qu'elle s'est donné un petit temps de 3 réflexion. Semaines. 3 semaines de réflexion. Et elle a été investie par la Commission nationale d'investiture. J'ai voté pour elle. J'espère qu'elle sera candidate. Et je pense qu'elle a toutes les chances de remporter la région. Marine Le Pen sera-t-elle candidate ? Je l'espère aussi. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je crois qu'elle annoncera assez vite sa décision maintenant. Ce serait largement la meilleure locomotive pour la région qui est vraiment gagnable. C'est une région qui a souffert. Aussi bien c'est vraiment une France des oubliés dans toute la région, industrielle, agricole, des services publics. Il pourrait y avoir des alliances avec Debout la France, le parti Nicolas Dupont-Aignan pour ces régionales ? Je ne vais plus lancer d'appel vis-à-vis de Dupont-Aignan. On s'est perdu à lui demander à lui proposer l'alliance des patriotes parce que l'alliance nous semble toujours préférable à la division. Mais il préfère la division, écoutez, c'est sa responsabilité. Je la regrette parce que je pense que de toute façon, tôt ou tard, le rassemblement des patriotes se fera. Aujourd'hui, il se fait en tout cas très très largement au sein du Rassemblement Bleu Marine et du Front National. Florian Philippot, merci à notre réalisateur Serge Koustala. Prendre à nos enfants au maximum ces langues anciennes parce que c'est une des bases de notre civilisation, c'est même une des bases de notre langue française si on veut véritablement bien la comprendre et bien la maîtriser. Mais dans sa réforme, il y a du pédagogisme insupportable. Il y a une espèce de vindicte contre le cours magistral, alors que le cours magistral, il fait ses preuves. Moi, je veux bien qu'on fasse de l'interdisciplinarité, c'est à la mode, mais à condition d'abord qu'on maîtrise les disciplines. Parce que si on ne maîtrise pas la discipline, on ne peut pas faire d'interdisciplinarité, ou alors on est dans le fantasme pédagogique. Il y a d'autres mesures dans cette réforme. L'apprentissage. Elle va écrire à tous les collèges de France pour leur expliquer, elle va le faire là, très très prochainement, pour leur expliquer les dangers de cette réforme et pour leur expliquer sa vision et ses propositions pour redresser l'éducation en France et notamment le collège. L'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 5e pour tous ? Oui, c'est un vœu pieux et en même temps on supprime des heures d'enseignement, donc c'est contradictoire. Vous savez, nous on est assez favorable à ce qu'au collège, on mette le paquet non pas sur le saupoudrage pour les langues, parce que c'est assez inefficace, on le voit par toutes les enquêtes, les Français ne maîtrisent pas mieux les langues étrangères qu'avant, mais qu'on fasse qu'on finance un trimestre d'immersion totale à l'étranger. Pour maîtriser, c'est comme ça qu'on maîtrise véritablement une langue étrangère, et d'autant mieux au collège, au moment où on apprend assez vite les langues, plutôt que le saupoudrage depuis la maternelle au détriment du français, au détriment des mathématiques, au détriment des sciences, sans aucun résultat. Donc le Front National qui prône le renfermement sur lui-même de la France veut envoyer ses enfants à l'étranger pour apprendre les langues. Attendez, je ne sais pas, vous avez vu que le Front National prône le renfermement sur lui-même de la France. Le Front National, il prône la liberté de notre pays qui n'a rien à voir avec l'isolement. Il n'a jamais prôné le renfermement. Au contraire, il dit la France est bien plus grande que l'Europe, bien plus grande que ce petit monde qui a le nez focalisé sur Bruxelles et sur Berlin en permanence. Nous voyons monde, nous voyons francophonie, nous voyons zone maritime mondiale, nous voyons les 5 continents, nous voyons la France puissance mondiale. Donc c'est l'inverse du renfermement. Florian Philippot, on fait une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Heureux qu'on y soit en tout cas. L'extrême gauche aussi. Je suis heureux qu'on fasse, oui, puis quelques, mais ils sont minoritaires dans leur camp, PS et UMP, un peu plus courageux que les autres. Mais je suis heureux en tout cas que nos 2 députés aient voté contre, effectivement. Cette loi renseignement, c'est une honte.
C'est une honte véritablement pour la République et pour la démocratie. C'est une loi qui consiste à donner tout pouvoir à l'autorité administrative et au Premier ministre, sans aucun contrôle judiciaire, pour aller fouiller vos mails, pour vous écouter dans vos conversations téléphoniques, pour capter vos textos, pour même surveiller l'opposition politique. Parce que je signale quand même à nos auditeurs qu'il y a dans cette loi la prévention des atteintes à la forme républicaine du gouvernement, qui permet de mettre sur écoute et sous surveillance généralisée toute opposition politique. De la part d'un pouvoir et d'un Premier ministre qui ne cesse de mentir aux Français en leur disant que nous ne sommes pas républicains, permettez-moi d'être assez inquiet. Donc cette loi, elle est non seulement très grave du point de vue des principes de liberté et de vie privée, c'est une arme de destruction massive contre la vie privée des Français, et en même temps elle est parfaitement inefficace, parce que rien n'est fait réellement pour lutter contre le terrorisme. Vous refusez qu'on donne à nos services de renseignement les moyens de détecter les terroristes potentiels? Non mais moi je veux pas simplement qu'on leur donne des moyens virtuels. Moi, je veux qu'on leur donne de vrais moyens. Parce que là, nos services de renseignement, qui sont épatants, ils ont été victimes d'une politique d'austérité depuis Nicolas Sarkozy, poursuivie par François Hollande, inégalée jusqu'ici. Moins d'effectifs, moins de moyens. Mais ça, c'est du réel. Parce qu'il faut du réel aussi. Et ça n'est pas prévu par cette loi. Moi, je signale que le problème, c'est pas de surveiller plus de monde. Parce que dans les attentats récents ou tentatives d'attentats, on avait détecté, les services de renseignement avaient détecté les personnes. La question, c'était de savoir si on avait les moyens de véritablement les suivre. La question, c'est aussi de savoir quand on détecte un étranger, comme monsieur le dernier là, qui voulait faire sauter des églises, Sid Ahmed Glam, algérien, arrivé en 2009 par le regroupement familial. Mais on nous a dit que c'était un étranger qu'on avait détecté parce qu'il était dangereux. Bah oui, mais dans ce cas-là, quand on est étranger et qu'on est détecté... Vous demandez davantage de moyens humains. Non, mais attendez, quand on est étranger et qu'on est détecté parce qu'on est dangereux, on ne doit pas être mis sous surveillance, on doit être expulsé. Parce qu'on est étranger et qu'on n'a rien à faire sur le territoire national. Plus de moyens pour la police, la gendarmerie, l'armée, ça, il n'y a rien non plus dans cette loi. Et puis du concret, enfin je veux dire, lutter contre le djihadisme, ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire déjà avoir des frontières, et ça veut dire la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux. Florian Philippot. Alors ça n'est pas prévu non plus par la loi. Donc non seulement c'est une loi liberticide, contre la vie privée des Français, contre l'opposition politique et donc contre la démocratie, et en même temps elle est parfaitement nulle et inefficace du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Florian Philippot, Claude Guéant nous disait la semaine dernière que toutes les pratiques avaient déjà lieu, que le texte ne permettait que de les légaliser. Autant le faire. Ah bah oui, bah très bien. Donc on peut légaliser plein de choses comme ça. C'est la même logique qui vous explique que on peut. C'est un peu la même logique que les salles de shoot. Bon, pour la drogue, ça existait déjà, donc autant le légaliser. Bon, enfin, je veux dire, quelle est la philosophie de cette logique? Ça n'a pas de sens. La philosophie, c'est simplement de donner les moyens à nos fonctionnaires de police de travailler. Je veux dire, même aux États-Unis, même dans la presse anglo-saxonne, elle est très très critiquée cette loi. Et eux, ils ont bien vu qu'elle était liberticide et inefficace, qu'on avait dupé les Français totalement. Alors, je veux dire, demain, on pourra être mis sous écoute sans même le savoir, par le Premier ministre, l'opposition politique pourra être fliquée, on pourra lire vos mails, on pourra consulter les pages que vous avez regardées sur Internet. Bon, et par ailleurs, en revanche, les vrais djihadistes, les vrais terroristes potentiels, eux, pourront continuer librement d'entrer et de quitter, de revenir en France, de quitter la France et d'y revenir, parce que de toute façon, il n'y a pas de frontières, parce qu'il n'y a pas de moyens réels pour la police et la gendarmerie. C'est donc l'inverse de ce qu'il fallait faire. Eh bien, écoutez, je crois que les Français vont s'en rendre compte très très rapidement. Pourquoi ça vous inquiète ? Vous avez des choses à cacher, Florian Philippot ? Non, je n'ai rien à cacher. Ah, quoique, attendez, si l'opposition politique peut être mise sous écoute, sur écoute, parce que M. Valls en a décidé ainsi, et de savoir que M. Valls est un homme qui perd ses moyens très rapidement, qui déteste la contradiction et qui a un vrai problème pour le coup, lui, avec la République et la démocratie, oui, ça m'inquiète. Mais ça ne m'inquiète pas personnellement, ça m'inquiète pour les valeurs et les principes d'une démocratie. François Hollande a tout de même saisi le Conseil constitutionnel concernant cette loi. Oui, c'est mieux que rien. Mais le Conseil constitutionnel a déjà fait aussi des erreurs par le passé, donc ça ne peut pas être une garantie suprême. Mais c'est mieux que rien. Quel est le regard que vous portez, Florian Philippot, sur les 3 ans de mandat de François Hollande ? C'était l'anniversaire des 3 ans de François Hollande cette semaine. Bon, c'est une véritable catastrophe. Enfin, c'est un quinquennat qu'on aura envie d'oublier très rapidement. Mais moi, j'ai même pas envie de fêter, ou de pas fêter plutôt les 3 ans, c'est plutôt les 8 ans. Parce que je considère que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007, donc 5 ans de Sarkozy et déjà 3 ans de Hollande, la France glisse à toute vitesse sur le toboggan, quoi. Elle glisse sur le toboggan économique et social. On ne se relève pas, c'est la sous-croissance, c'est le chômage de masse. Elle glisse sur le toboggan de l'immigration massive, on le voit, on vient d'en parler, et de l'insécurité. Elle glisse sur le toboggan... Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux dans les 3 ans de François Hollande jusqu'à présent ? Honnêtement, non.
Rien du tout? Non, honnêtement, non. La libération des otages, par exemple? Les ventes de Rafale? Oui, très bien. Enfin, ça, c'est de la gestion quotidienne, c'est de l'action quotidienne. C'est pas un cap qui est fixé par le président de la République. Je veux dire, vous allez me dire aussi, dans telle préfecture, on peut avoir son permis de conduire avec un peu moins de retard qu'avant. On peut le mettre au crédit de François Hollande, ça, ou pas? Non, pas du tout. Je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Il n'y a pas, si vous voulez, la politique qui est menée, c'est assez simple à comprendre. C'est pour ça que je parle des 8 ans, Sarkozy-Hollande. C'est une politique de sous-préfet de Bruxelles. En réalité, ces gens-là font semblant de gouverner, de diriger, alors qu'ils n'ont plus aucune manette, qu'ils vont chercher tous les 4 matins leurs ordres à Berlin et à Bruxelles pour savoir ce qu'ils doivent faire, et que la politique qu'ils leur est préconisée, qu'ils leur est demandée, est contraire aux intérêts. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Bonjour, bienvenue dans le brunch politique de Sud Radio. Notre invité aujourd'hui, Florian Philippot, vice-président du Front National. Au menu du brunch politique, les 3 ans de mandat de François Hollande, la politique migratoire de la France et les bateaux de migrants, le projet de loi sur le renseignement, la réforme du collège, mais aussi la victoire de David Cameron au Royaume-Uni, et puis les déclarations de Robert Ménard et les tensions au sein du Front National. Louis Morin, Le brunch politique Sud Radio. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Nous sommes le 10 mai, la journée nationale de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, François Hollande a dénoncé les nouveaux négriers, comprendre les passeurs de migrants en Méditerranée. Vous aussi, vous le rejoignez sur ce point ? Oui, bien sûr, mais la seule différence, c'est la faute à qui? C'est bien gentil de dénoncer les nouveaux négriers de l'immigration, les drames qu'on voit en Méditerranée. Le problème, c'est que sa politique en est largement responsable. Parce qu'en incitant à l'immigration vers l'Europe, et en particulier vers la France, eh bien, il encourage ces mafias, ce qu'il appelle ces négriers, ces passeurs, à faire passer de nouveaux malheureux contre quelques milliers de dollars, au risque de leur vie, vers nos pays. En plus, on n'a rien à leur offrir, et les peuples européens ne sont plus d'accord pour accepter une telle immigration. Donc, la dénonciation il y a des négriers, est très claire. Mais peut-être que François Hollande est l'un des chefs de ces négriers, au final, par sa politique. Là, la dénonciation est très claire, Florian Philippot, de la part de François Hollande. C'est gentil de dénoncer, mais il faut prendre des actes. Il faut mettre en place une politique dissuasive de l'immigration pour aller frapper ces négriers. Il ne faut pas les encourager, il ne faut pas leur donner des armes, il ne faut pas leur donner le moyen de développer leur immonde commerce. Il faut au contraire les frapper. Et pour cela, comment on fait? Peut-être qu'on en parlera, mais on met en place une politique dissuasive d'immigration, notamment les bateaux. On fait, vous savez, comme en Australie. Au lieu de les conduire vers le continent européen, on les reconduit systématiquement, comme ça ce sera dissuasif, vers les pays et les ports d'origine. Ça c'est une autre question, Florian Philippot, c'est la question du droit de la mer. Oui, voilà, mais c'est la question du droit de la mer, mais c'est la question aussi d'États qui sont encore capables souverainement de décider de leur politique d'immigration. Parce que, à ce que je sache, l'Australie respecte les règles internationales. Elle a juste décidé souverainement qu'elle n'acceptait plus l'immigration clandestine. Le résultat est d'ailleurs spectaculaire puisqu'il n'y a plus d'immigration clandestine quasiment vers l'Australie et qu'il y a eu l'an dernier 0 mort au large des côtes australiennes. C'est beaucoup plus. Ce n'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'elle a été divisée par 2. Remarquable que les résultats de l'Europe. Ce n'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'elle a été divisée par 2. Florian Philippot, avant-hier, des navires militaires allemands ont porté secours à 400 migrants. Oui, quand ils sont en train de mourir ou de se noyer, évidemment, il faut leur porter secours. Vous en êtes tout de même heureux. Oui, je suis heureux qu'on ait pu, eux, les secourir, mais combien de morts à côté? Et combien aussi qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes européennes pour les mettre où? On apprend aujourd'hui que la Commission européenne va obliger les pays de l'Union européenne à recevoir des quotas de clandestins. Dans le cadre du droit d'asile, c'est-à-dire que la France sera obligée de prendre sa part. Mais si la France prend une part supplémentaire, elle risque l'indigestion parce que le seuil de tolérance est largement dépassé depuis très longtemps dans notre pays. Donc nous disons arrêt de l'immigration, lutte contre l'immigration clandestine par la politique dont je vous ai parlé, suppression des incitations sociales à l'immigration, comme l'aide médicale d'État par exemple, ou le statut très favorable du demandeur d'asile, qui fait que vous êtes le temps d'instruction de votre dossier, vous êtes logé gratuitement, vous recevez une allocation journalière de plus de 11 € par personne, etc. Et puis restauration des frontières nationales, c'est-à-dire remise en cause radicale des règles de l'Union européenne et de Schengen. Florian Philippot, vous critiquez beaucoup l'Union européenne dans cette affaire, mais l'Union européenne s'est dit prête à faire des opérations militaires ciblées contre les passeurs. Oui, mais l'Union européenne ne fera rien contre l'immigration.
L'Union européenne, dans son ADN, est favorable à l'immigration. L'Union européenne, dans son ADN, est favorable à l'ouverture totale des frontières. Elle refuse les frontières. L'Union européenne, ce sont ces rapports qui pullulent à la Commission européenne, dans les bureaux de Bruxelles, qui vous expliquent que l'immigration, c'est formidable, que l'Europe aura besoin de 60 millions d'immigrés supplémentaires d'ici 2050, qu'il ne faut rien envisager en termes de politique nataliste ou en termes de politique familiale, qui serait la clé pour redynamiser la démographie de nos pays, mais qu'il faut accueillir toujours plus d'immigration, notamment parce que c'est le souhait du grand patronat pour faire baisser les salaires, pour faire une pression à la baisse sur les salaires et sur les droits sociaux. Donc il n'y a rien à attendre de l'Union européenne, si ce n'est une aggravation de l'immigration. On en a maintenant la preuve empirique, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on a ce système-là, qu'on a les Schengen, qu'on a les Frontex, qu'on a les opérations Triton, etc. Et ça fait 30 ans que l'immigration ne fait qu'augmenter. Florian Philippot, la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, on en a parlé en introduction. Vous aussi, vous commémorez ? Oui, on commémore évidemment l'abolition de l'esclavage, c'est une évidence. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Si on veut lutter contre l'esclavagisme moderne aujourd'hui... Vous commémorez par la pensée ? Comme tout, on ne peut que faire cela. Pas plus. Je ne suis moi pas maire ni en capacité de commémorer, mais évidemment qu'on peut commémorer. Maintenant, et ça rejoint un autre sujet, il ne faudrait pas non plus que l'histoire de France qu'on apprend à nos enfants se résume à cette repentance permanente. Parce que ça, pour la repentance, on est très fort. On sait faire. Repentance, repentance, repentance. On en invente tous les 3 matins. En revanche, j'aimerais qu'on apprenne aussi à nos enfants, or c'est tout l'enjeu de la réforme du collège et de la réforme des programmes, autre chose, qu'on l'apprenne ça bien sûr, mais pas que ça, qu'on apprenne aussi les zones de lumière, les périodes glorieuses de l'histoire de France. Justement... Or il y en a et ça manque pas. Or ce sont précisément ces périodes-là qu'on va mettre sur le côté, elles deviendront optionnelles dans le cadre de la réforme des programmes, alors que tout ce qui est traite négrière, ce n'est pas ce que dit Florian Philippot, esclavage, etc., restera obligatoire. Florian Philippot, ce n'est pas ce que dit Najat Vallaud-Belkacem ce matin dans le JDD, qui a donné une interview et qui confirme que seront apprises dans le cadre de la réforme des programmes, dans les nouveaux programmes d'histoire, les périodes de grandeur comme les périodes les plus sombres. Oui, les périodes les plus sombres seront obligatoires et les périodes de grandeur seront optionnelles. C'est pas ce qu'elle semblait dire ce matin dans l'interview. Elle essaie de rétropédaler, mais c'est malheureusement ce qui est le contenu de sa réforme, puisque, ça c'est vérifiable, les Lumières, l'humanisme, mais aussi l'apprentissage de la chrétienté, tout ça est optionnel, alors que l'apprentissage de l'islam, la traite négrière, etc., tout cela est obligatoire. Bon, mais écoutez, au moins les choses sont claires, il faut détruire le roman national, il faut apprendre à nos enfants, leur mettre encore plus dans la tête que la France, ça n'est pas bien, que la France est un pays qui est forcément coupable, et qu'ils ont une dette en quelque sorte, or ils n'ont aucune dette, bien évidemment. Quant à Madame Vallaud-Belkacem, je lui dis une chose, soyez beaucoup plus sereine vis-à-vis de l'opposition. Ne traitez pas comme elle l'a fait, de pseudo-intellectuels, ceux qui osent remettre en cause ou critiquer votre réforme, qui est largement critiquable. C'est qui les pseudo-intellectuels ? C'est M. Dormesson, Jean Dormesson, qui vient de critiquer assez fortement et avec raison sa réforme ? C'est qui ? Vous savez, elle a tellement peur de l'opposition. Sur cette question, Florian Philippot, Najat Vallaud-Belkacem a déclaré qu'elle allait réunir prochainement des historiens de renom pour que le travail en cours bénéficie de leur expertise. Oui, elle essaie de rétropédaler. Elle s'est peut-être rendue compte qu'elle était allée très loin. Est-ce qu'elle va aussi s'excuser vis-à-vis de Marine Le Pen, qu'elle a traité de harpie ? Est-ce que ça, c'est du niveau d'un ministre de la République de traiter la chef d'un grand parti d'opposition, du principal parti d'opposition, de harpie ? On est encore dans le débat d'idées, là ? Ou on est dans l'insulte parce qu'on sent soi-même qu'on est très mauvaise ? Parce que moi, Najat Vallaud-Belkacem, je vais vous dire une chose, je considère que c'est la pire ministre de l'Éducation nationale de ces dernières décennies. La pire ministre. C'est une personne qui supprime dans sa réforme du collège des heures d'enseignement. Sur le grec et le latin, Florian Philippot. Voilà, qui veut rendre plus difficile l'apprentissage du grec et du latin. Vous en êtes contre ? Voire le faire disparaître. Non, la suppression de l'option ? Moi, personnellement, j'ai fait du latin jusqu'au baccalauréat et j'en étais très heureux. Voilà. Et je considère qu'on doit apprendre de la France et du peuple français, que ce soit en matière économique et sociale. On continue avec l'austérité. Sauf que la France on continue avec l'ouverture totale des frontières. Que ce soit en matière d'immigration, on l'a dit, que ce soit en matière de suppression de notre souveraineté nationale. C'est que les Français votent, mais ils votent pour des gens qui n'ont pas le pouvoir. Florian Philippot, la France pèse aussi à Bruxelles. Pierre Moscovici, par exemple, commissaire européen. Elle pèse comment ? En parlant anglais, c'est ça ? Non, je veux dire, déjà, elle ne respecte même pas sa langue. Elle n'est même pas capable de défendre sa langue. Donc vous imaginez bien qu'elle n'est pas capable de défendre ses intérêts nationaux.
Voilà. Monsieur Moscovici défend les intérêts de la France, mais il ne le faisait déjà pas quand il était ministre de l'économie. Donc vous imaginez qu'il le fait encore moins quand il est englué au sein de la Commission européenne, qui est une instance profondément, viscéralement attachée à la destruction des nations et des démocraties nationales. La Commission européenne voit les États-nations comme des ennemis et des adversaires qu'il faut détruire. Et ça, il faut aussi que tout le monde le comprenne. Quand on n'a pas les manettes, on ne peut rien faire de bon pour son propre pays. Et ça, c'est un élément qui, je crois, va devenir crucial dans le débat public dans les années qui viennent. Florian Philippot, on fait une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique Sud Radio. Florian Philippot en direct dans le brunch politique de Sud Radio. Florian Philippot, êtes-vous un jeune trou du cul aux yeux de Jean-Marie Le Pen? Il a déclaré cette semaine que le Front National se prépare à remplacer les vieux cons par des jeunes trous du cul. Vous imaginez bien que je ne répondrai pas à ce genre de propos. Voilà. Je suis dans le débat politique. Ça vous était destiné? Je crois que ça ne m'était pas simplement destiné à moi, si tant est que j'étais visé par cette phrase. Je crois qu'il y avait du pluriel et qu'il y avait beaucoup de monde qui était concerné. Mais on peut pas imaginer. Vous imaginez bien que je ne vais pas répondre à ça. Non, mais on peut pas imaginer que ça ne vous fasse pas réagir. Non, ça me fait honnêtement pas du tout réagir. Non. Quand vous avez le président d'honneur de votre parti qui vous insulte, presque nommément dans une lettre ouverte qu'il rend publique sur son blog, ça ne vous fait pas réagir, Florian Philippot? Non, je crois que les seuls que ça fera réagir, le seul qui peut réagir, c'est celui qui tient les insultes. Voilà. Vous savez, une insulte, ça déshonore celui qui tient l'insulte. Ça déshonore pas celui qui en est victime. Voilà. Moi, je suis dans le débat politique et je ne réagirai pas à ce genre de propos. C'est une règle que je me suis fixée, qui me semble, je pense, respectueuse de nos électeurs, respectueuse de mes convictions, et je suis dans le débat politique parce que je pense que l'UMP, le PS font trop de mal à la France pour que j'ai le temps de répondre à ce genre de choses. Les mots sont durs, tout de même. Ils ont été rendus publics. Une félonie. Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'il répudiait sa fille. J'ai honte qu'il porte mon nom. Oui. Les mots sont durs, oui. Excessifs. Et quels sont les rapports aujourd'hui entre Jean-Marie Le Pen et sa fille? Je ne sais pas s'ils ont des rapports, je ne rentrerai pas dans ce genre de considérations. Vous savez, la personne qui a agi au Front National, c'était pas la fille de Jean-Marie Le Pen, c'était la présidente du Front National. C'est tout à fait différent. C'était la responsable politique, je dirais même la femme d'État. Parce que pour être capable de prendre des décisions qui sont difficiles, on l'imagine bien pour elle sur le plan personnel, mais de les prendre pour l'intérêt supérieur de son mouvement et donc de la France, puisque nous sommes les seuls à défendre véritablement la France dans sa liberté, sa souveraineté, son identité, sa prospérité, eh bien, il en faut une sacrée dose de courage vous comprenez... et de hauteur de vue. Et Marine Le Pen a ce courage et cette hauteur de vue, ce sens des responsabilités. Elle a agi pour que cette crise terminée, passée, devienne maintenant une opportunité, c'est-à-dire une chance de refonder, de rénover, de moderniser, de professionnaliser le Front National pour les échéances électorales à venir, et notamment la présidentielle. Vous comprenez la colère de Jean-Marie Le Pen? Écoutez, on a essayé de discuter en bureau politique, encore lundi, voilà, on n'a pas pu trouver de solution, je le regrette, très honnêtement. Mais à partir du moment où des propos avaient été dits, qu'ils étaient totalement contraires à la ligne du Front National, très polémique et donc il faisait perdre du temps au Front National et il faisait du mal et qu'on n'a pas pu trouver de solution politique, l'objectif qu'avait fixé la présidente du Front, c'était que sa parole, libre bien sûr, ne puisse plus engager le Front National. Cet objectif a été assumé, atteint, et il a fallu pour cela que les décisions soient prises. C'est agréable pour personne, je le dis tout de suite, mais en même temps, comme elle l'a dit elle-même, de cette crise passée, faisons une opportunité pour un front plus fort demain, plus rassemblé, plus uni et davantage capable d'incarner une alternative, une espérance pour le peuple français qui n'en peut plus. C'est une trahison de la part de Marine Le Pen. Du cul-de-sac de l'UMPS, voyez. C'est une trahison de la part de Marine Le Pen. C'est une trahison. Je vous pose la question. Non, pas du tout. Je pense que c'est au contraire respecter ses électeurs, respecter ses adhérents. Envers celui qui lui a donné ce parti. Non mais attendez, Marine Le Pen, personne ne lui a donné le parti. Marine Le Pen a été élue par les adhérents en 2011 sur une ligne claire. Ça aurait été une trahison si elle n'avait pas respecté cette ligne, si elle n'avait pas respecté l'engagement qu'elle a pris devant les Français de tout mettre en œuvre pour arriver au pouvoir et pour sortir la France du chaos dans lequel elle s'enfonce aujourd'hui, pour arracher la France à ces gens qui la maltraitent, qui la méprisent et qui sont à l'UMP et au Parti Socialiste et qui se partagent le pouvoir depuis des dizaines d'années dans une indécence incroyable. Là, ça aurait été trahir les électeurs français et les adhérents du Front. D'ailleurs, les adhérents du Front l'ont bien compris. Il y a un tout récent sondage qui montre qu'ils suivent très largement, très massivement Marine Le Pen dans ses décisions. Jean-Marie Le Pen, suspendu de son adhésion, pourquoi pas l'exclusion définitive?
Non, c'est la décision qui a été prise par le bureau exécutif. L'objectif étant de redonner la parole aux adhérents du Front par une assemblée générale extraordinaire, parce que ce sont les adhérents du Front qui décideront de cette réforme des statuts, qui comprendra notamment, mais ce ne sera pas le seul point, la suppression de la présidence d'honneur, mais il y aura d'autres points visant à davantage de démocratie interne au sein du Front National, davantage à un Front davantage modernisé et rénové, et donc mieux adapté probablement à la présidentielle de Marine Le Pen. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, Jean-Marie Le Pen retrouvera son statut d'adhérent de plein droit du Front National. Nous n'y sommes pas encore, et pour l'instant, des groupes de travail vont se mettre en place pour proposer une modernisation, une refonte des statuts du Front National, une professionnalisation, et le bureau politique devra se prononcer courant juin, et les adhérents voteront sur cette proposition faite par la présidente du Front National. Mais une exclusion est toujours possible ? On n'est pas là. Non, mais aujourd'hui, les décisions ont été prises. On n'est plus au stade de prise de décision concernant Jean-Marie Le Pen. Vous pensez que le parti du Front National va pouvoir profiter de cette annonce de suspension du PR, cette annonce Je pense que il profitera de quelque chose de beaucoup plus large. Ce n'est pas ciblé sur une personne. Il profitera de sa capacité à démontrer d'abord qu'il tient une ligne, et qu'il ne ment pas aux électeurs quand il dit qu'il défend la République, quand il dit qu'il défend la France, la nation, la démocratie, quand il dit qu'il veut se donner les moyens d'arriver au pouvoir pour arracher la France au déclin de l'UMPS, eh bien, ce n'est pas du flan, ce n'est pas du mensonge. Et ça, je pense que les électeurs lui créditeront. Et cette clarté, cette clarification sur les valeurs, les convictions, les principes qui sont les nôtres. Et par ailleurs, je pense qu'il profitera de cette opportunité qui lui est donnée de se moderniser, bien sûr. Parce qu'un parti qui se modernise, qui est davantage capable de combattre lors des échéances électorales, et notamment la présidentielle, il est plus fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui le système tremble. Moi, j'ai entendu les déclarations, d'ailleurs brouillonnes dans tous les sens, venant de l'UMP, du PS, face à ce qui se passe au Front National. Le système est effrayé, parce qu'il voit bien que de cette mue va sortir un front plus rassembleur, et donc plus dangereux pour eux, pour leur poste, pour leur place, pour leur siège qu'ils occupent depuis des dizaines d'années et qui font tant de mal à la France. Oui, un front plus performant fait trembler l'UMP et le PS, on le voit déjà, et on le verra de plus en plus dans les mois qui viennent. Il y a un sondage IFOP pour le JDD publié aujourd'hui. Si Jean-Marie Le Pen quitte le Front National, 13% des sondés, n'ayant pas voté FN aux dernières élections, déclarent que cela pourrait les inciter à voter pour vous dans les prochaines échéances. Je pense que tout le travail qu'on fait doit inciter un maximum de Français à venir nous rejoindre. Je pense que chaque jour, il y a des yeux qui s'ouvrent, effectivement. Et c'est pas simplement c'est pas une question de Jean-Marie Le Pen ou pas. C'est une question de travail. Un peu quand même, Florian Non, Philippot. parce que le Front, si vous voulez, depuis... Parce qu'il représente des choses quand même, Jean-Marie Le Pen. En 5-6 ans, le Front est passé de 5 à 25% des voix. Ça, c'est le fruit d'un travail, d'une capacité à convaincre les Français sur le fond. Quand on leur dit qu'ils doivent être un pays libre et souverain, quand on leur dit qu'ils doivent être un pays qui ne doit pas avoir peur de se protéger par exemple de la mondialisation sauvage, un pays qui ne doit pas avoir peur de gérer ses frontières, sa monnaie, son budget, sa loi comme il l'entend, son immigration comme il l'entend, eh bien ça les Français l'entendent, et puis les Français voient les masses de trahison en face, de la part, on parlait de François Hollande, qui n'a pas tenu compte de ses promesses de campagne de 2012. Il voit les masses de trahison répétées de Nicolas Sarkozy, qui refait sans arrêt les mêmes promesses pour mieux les trahir une fois qu'il est au pouvoir. Et je crois que tout ce travail de conviction permet d'agréger un maximum de Français à nous. Florian Philippot, Jean-Marie Le Pen a détenu un compte caché en Suisse, crédité de 2,2 millions d'euros. C'est Mediapart qui l'a révélé. Tout ça tombe au même moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen peut faire une croix, du coup, sur son héritage, sur cet argent caché. Bon, enfin, écoutez, d'abord, permettez-moi de vous demander de mettre un conditionnel. Il aurait détenu, parce que, à ce que je sache, il a nié, et l'enquête avancera, on verra bien. Donc il faut être très prudent dans ce genre d'affaires, surtout quand ça vient de Mediapart. Mais je pense qu'il s'en expliquera naturellement. Quant à la question, excusez-moi, sur l'héritage de Marine Le Pen, je la trouve très indécente et je n'y répondrai pas. Jeanne, mise en examen. Jeanne, c'est le nom du micro-parti de Marine Le Pen, soupçonné de financement illégal des campagnes du Front National. Oui, alors ça, c'est une enquête, si vous voulez, qui est ouverte depuis 2-3 ans. On ne comprend toujours pas ce qui est reproché, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que la justice elle-même ne sait plus où elle en est. On vous reproche la mise à disposition gratuite de locaux ou d'employés, l'octroi de crédits sans intérêt et la prise en charge de factures. Sauf que comme il n'y a rien et que toutes les campagnes qui sont épluchées l'ont déjà été par la Commission nationale des comptes de campagne et qu'à chaque fois elles ont été validées sans aucun problème, on voit bien qu'on est dans l'acharnement politique. Vous savez, ils envisagent maintenant même d'aller auditionner nos 570 candidats aux élections législatives de 2012.
Ça va mobiliser combien d'OPJ, combien de moyens, combien de policiers pour faire cela? Oui, combien ça va mobiliser de moyens humains et matériels pour faire cela, pendant que, soi-disant, la menace viendrait du terrorisme djihadiste contre lequel nous n'avons pas suffisamment de moyens. L'enquête, notamment, une des juges d'instruction, c'est Madame Aude Burézy, qui est haut placée au syndicat de la magistrature, qui est un syndicat qui assume de combattre le Front National. Vous savez, c'est ce syndicat qui avait fait un mur des cons. Mur des cons sur lequel on trouvait des parents de victimes assassinées, qui étaient considérés comme des cons. En revanche, les criminels et les délinquants, eux, on ne trouvait pas de traces de ces personnes-là, de ces monstres-là, sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Voilà, derrière cette enquête-là, qui ne donne rien, il s'agit de faire du bruit médiatique. Il y a une juge qui s'acharne contre vous, c'est ce que vous dites. Il y a Madame Taubira, c'est une évidence. Madame Taubira qui a déclaré il y a quelques jours, parlant de ses adversaires à la radio, « Je suis en capacité de les écraser tous ». Vous trouvez que ce sont des paroles dignes du ministre de la République, encore une fois? Vous pensez qu'on peut avoir confiance dans la justice quand on voit que la garde des Sceaux dit cela? Quand elle dit, d'ailleurs, autre chose, les gens qui me ressemblent, dans le Figaro, il y a 2 jours, les gens qui me ressemblent sont plus nombreux et il vaut mieux ne pas trop défier ce monde-là. C'est quoi? C'est une incitation à la guerre raciale? Enfin, c'est quoi? C'est digne, ça aussi, d'une ministre de la République? Madame Taubira est une personne qui, dans ses propos, qui vous y voyez part en vrille. Vous y Monsieur Valls d'ailleurs. Peut-être qu'on parlera de l'affaire Todd ou de l'affaire Ménard, et on pourra le démontrer. Ce sont des gens qui ne se maîtrisent plus, qui n'acceptent plus l'opposition politique, surtout quand elle est patriote. Qui ont rompu avec tous les principes de la démocratie et de la République les plus élémentaires et qui aujourd'hui partent complètement en vrille, que ce soit Madame Taubira ou Monsieur Valls, et on pourra y revenir si vous voulez. Mais moi, ces gens-là, je les trouve inquiétants. Je les trouve inquiétants pour la démocratie, pour la République, et je ne peux pas imaginer autre chose qu'une instrumentalisation politique quand je vois tant de violence dans sa bouche. Une instrumentalisation contre le Front politique de la National et les justice. patriotes. Une instrumentalisation politique de la justice, c'est ce que vous dénoncez? C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence absolue. L'ennemi pour eux, ça n'est plus un adversaire politique, c'est un ennemi. C'est le Front National. Ce sont les patriotes qui sont aux portes du pouvoir et qui représentent un bouleversement total. C'est pas l'UMP. Avec l'UMP, on fait copain-copain. Il n'y a pas de problème. C'est le Front National. Ce sont les patriotes qui veulent un bouleversement total de politique. Florian Philippot, vous avez pris la défense d'Emmanuel Todd. C'est une tentative de récupération d'un intellectuel de gauche? Non, vous voyez, moi j'ai un principe dans la vie, c'est que je défends la liberté d'expression. Ouais. Oh, il y a des choses très intéressantes chez Emmanuel Todd, et depuis longtemps. Vous voyez, moi j'ai souvenir de la fondation Marc Bloch, qui s'est ensuite appelée Fondation du 2 mars, qui était souverainiste, et je crois que Todd en était signataire. Donc je le suis depuis longtemps. Il y a des choses que j'approuve chez lui, des choses que je n'approuve pas, mais je suis en tous les cas pour la liberté d'expression. J'ai trouvé là aussi, on parlait de partir en vrille, et je vous disais qu'à côté de Mme Taubira, il y avait M. Valls. Je trouve très inquiétant qu'un Premier ministre, chef de l'exécutif, entre en campagne, en croisade, contre maintenant des écrivains et des intellectuels. Il y a eu Zemmour. François Hollande nous a expliqué qu'il ne fallait pas lire le livre d'Éric Zemmour. Il y a eu ensuite le philosophe M. Onfray. Pendant la campagne départementale, Valls est entré en guerre, en croisade contre un philosophe parce qu'il avait eu le déshonneur aux yeux de M. Valls de ne pas être d'accord avec lui. Et puis aujourd'hui, il y a Emmanuel Todd. Le Premier ministre fait une tribune contre lui. Je veux dire, ces fatwas d'État, ces oukases d'État commencent à devenir... Fatwa. Oui, ces fatwas d'État contre des écrivains, des philosophes, des intellectuels commencent à devenir extrêmement problématiques, là aussi, du point de vue de la démocratie et de la République. Le Premier ministre, le chef de l'exécutif, n'a pas à dire ce qu'on doit lire ou ce qu'on ne doit pas lire. Alors qu'est-ce qu'on va faire demain? Il faut faire quoi? Il faut brûler leurs livres? Il faut les interdire? Il faut interdire l'opposition politique? Il faut les mettre en prison? Il faut mettre en prison M. Ménard aussi? Vous allez loin, Florian Philippot? Non, mais eux vont très loin. Emmanuel Todd, les Français voient bien qu'on est dans une ambiance bizarre, qu'on a un pouvoir qui fait voter une loi renseignement pour écouter tout le monde, pour surveiller tout le monde, pour surveiller l'opposition politique. On a un Premier ministre qui revendique de, je reprends son mot, stigmatiser le principal parti de France, c'est-à-dire le Front National et des millions d'électeurs. On n'a jamais vu ça dans les années récentes. C'est nouveau, ça. On a aujourd'hui des écrivains, des philosophes qui sont cloués au pilori dans le débat public parce qu'ils ne pensent pas bien. Tout ça est gravissime, gravissime. Emmanuel Todd qui compare... Quant à Mme Vallaud-Belkacem, qui elle parle de pseudo-intellectuel parce qu'il critique comme M. Dormesson, parce qu'il critique sa réforme. Voilà, et ces gens-là ont un principe, c'est évident, ils paniquent parce qu'ils sont en échec total, ils ne se maîtrisent plus, ils partent en vrille, quitte à fouler du pied la démocratie et la République. Emmanuel Todd qui compare Manuel Valls à Pétain. Oui, c'est sa réponse. Il a été violemment attaqué, il répond avec ses armes et son argumentation. C'est pas un peu excessif? Vous savez, en matière de comparaison avec Pétain, le dernier qui l'a fait, c'était M. Cambadélis, le chef du Parti Socialiste, qui il y a 3 jours, il a dit que
que Valls et Hollande étaient le glaive et le bouclier. Peut-être par inculture ne se rend-il pas compte que le glaive et le bouclier, c'était une théorie pour nous expliquer qui signifiait De Gaulle et Pétain. Donc en réalité, il a comparé Hollande à Pétain. Je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Ça doit être le signe d'une inculture manifeste et massive, ou alors il a un message à nous faire passer. Emmanuel Todd, justement, on va simplement revenir et expliquer également l'objet de la discorde. Dans son dernier essai, Qui est Charlie ? Il y soutient que les manifestations du 11 janvier étaient en fait islamophobes. Oui, je ne le crois pas. Je défends la liberté d'expression sans partager tout, mais c'est ça la liberté d'expression. C'est pas simplement défendre les choses avec lesquelles vous êtes parfaitement d'accord, sinon c'est pas la liberté d'expression. Ça c'est la liberté d'expression, sinon version UMPS. Non, mais vous êtes également contre finalement ces manifestations du 11 janvier, hein, vous n'y étiez pas. Non, je n'étais pas contre, j'y étais à Metz. J'étais à Metz avec les manifestants. Je suis contre la sacralisation, vous savez, on a parlé de l'esprit du 11 janvier, qui signifie en fait le garde à vous national. Il fallait se mettre au garde à vous parce qu'il y avait l'esprit du 11 janvier. Aujourd'hui, j'entends des propositions à l'UMP. Il faut une loi, il faut une journée du 11 janvier pour, nous dit l'UMP, mettre les Français sous pression. Je crois que les Français sont déjà suffisamment sous pression de la vie quotidienne et des difficultés du quotidien pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter une couche de pression supplémentaire. Non, le 11 janvier, les Français ont manifesté effectivement contre l'islamisme, pour la liberté, contre le fondamentalisme. Bien, ça c'est une évidence. Ce n'était pas islamophobe. Mais je comprends que certains qui pensaient, parmi les bobos, quand Todd leur dit cela en face, et que eux pensaient avoir manifesté contre le Front National, parce que certains parmi les sphères les plus bobos... Contre tous les extrêmes. Oui, les sphères les plus bobos, certains se sont convaincus qu'on avait manifesté contre le Front National, alors pas du tout, le peuple de France, il a manifesté contre l'islamisme. Je comprends que pour eux, ce soit très violent, cette thèse de M. Todd, et qu'ils aient envie de le faire taire. Florian Philippot, on fait une courte pause, et dans un instant, la suite du brunch politique. On va revenir sur la polémique autour des propos de Robert Ménard. Politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot. 54% des Français se déclarent choqués par les méthodes de Robert Ménard, selon un sondage Odoxa pour iTélé. Il faut rappeler que Robert Ménard a annoncé lundi qu'il faisait des statistiques sur le nombre d'enfants musulmans dans sa ville. Ça vous choque, vous ? 54%, c'est très peu, sachant qu'on a beaucoup menti aux Français sur ce que faisait Robert Ménard. Beaucoup de Français pensent qu'il fait des fichiers. Alors c'est faux, il l'a toujours dit, il ne fait pas de fichiers, aucun fichier. Il a utilisé une méthode, je crois des prénoms, pour regarder à peu près, c'est forcément artisanal et empirique, combien il y avait de telle ou telle confession parmi les enfants de sa ville. Il a donné un chiffre très précis. Oui, tout mais de même. Je crois qu'il a voulu identifier les ghettos communautaires. Et en tant que maire, c'est pas totalement anormal de faire cela. Pour lutter contre le communautarisme, de savoir déjà où on doit lutter, contre quelle forme de communautarisme. Voilà, il y a des ghettos communautaires, il ne faut pas se voiler les yeux. Parce que si le but de cette fausse polémique, c'est d'éviter tout sujet, tout débat sur le communautarisme et l'immigration massive, alors on voit bien qu'on passe à côté du sujet. Mais là aussi, si vous voulez, ça rejoint totalement ce qu'on disait. C'est un autre exemple, à côté des Todd, Onfray, etc. Un maire d'une ville de 70 000 habitants, M. Ménard, élu du peuple, déclare à la télévision, allez, il y a 64% de musulmans parmi les enfants scolarisés dans l'école publique de ma ville, très bien, que le lendemain, il y ait 4 officiers de police judiciaire pour aller perquisitionner sa mairie. Le lendemain, quelques heures après, que le surlendemain, il soit écouté par la police, entendu par la police, pour s'expliquer comme un vulgaire délinquant ou un vulgaire criminel. Vous trouvez qu'on est tout à fait en démocratie encore ? Vous trouvez que ça sent pas bizarre, ça ? En même temps, ça sent pas la traque de l'opposition politique, Bon, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter le délire. On a des tonnes de criminalité et de délinquance en France. On n'a pas de temps à perdre avec ces. Vous pensez que la bêtises-là. justice a agi sur ordre du gouvernement ? Mais c'est une évidence. Vous avez eu tout de suite un tweet de M. Valls indigné qui explique qu'il ne faut faire aucune distinction entre les Français. Il a raison. Le seul problème, c'est que M. Valls n'est pas le mieux placé pour parler de tout cela. Parce que c'est lui, et ça a été immortalisé par les caméras de télévision, c'est lui qui expliquait que dans sa ville d'Evry, il fallait lui mettre quelques whites, quelques blancs, quelques blancos. Parce que quoi ? Parce qu'il y avait trop de noirs et d'arabes, c'est ça ? Ficher les enfants. Il n'est pas le mieux placé sur cette question-là. Le jour même où il faisait voter une loi renseignement qui va organiser un fichage généralisé de la population française. Bon, donc tous ces gens-là sont des hypocrites. Et puis Mme Aubry, quand elle explique qu'à Lille, dans sa ville de Lille, il y a 35% de maghrébins. Elle le sait comment ? Elle le sait comment ? Elle n'a pas fait de statistiques, elle ? Quand l'observatoire officiel, public, l'observatoire des discriminations explique qu'il utilise la méthode des prénoms, il a le droit, lui, mais pas Robert Ménard ?
Je veux dire, tout cela, ça sent l'hypocrisie, mais du point de vue de la réplique policière et judiciaire, c'est là encore très rapide, très ciblé et donc très inquiétant pour la démocratie. Ficher des enfants selon leur religion, c'est renvoyer aux heures les plus sombres de notre histoire. Les propos sont signés Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, mais ces propos nous rappellent surtout que ce gouvernement fait partie des heures les plus sottes de notre histoire. Hein. Parce que si on n'est pas capable de dire la vérité aux Français et qu'on parle de fichage, de fichiers, alors qu'il n'y a aucun fichier, aucun fichage, que même la perquisition a dû dire qu'ils n'avaient rien trouvé dans la ville de Béziers. Voilà. Bon, derrière cela, si on va au fond des choses, il y a évidemment une menace contre l'opposition politique, l'opposition patriote, qu'on va chercher par des méthodes policières et judiciaires maintenant, ouvertement, sans aucune gêne. Et il y a le grand débat et le grand sujet de l'immigration massive et du communautarisme. Voilà, il y a aujourd'hui une explosion de l'immigration. Ça date depuis des dizaines d'années, mais c'est vrai que depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, les chiffres se sont emballés, aussi bien du point de vue de l'immigration légale que de l'immigration illégale. Et aujourd'hui, seul le Front National, Rassemblement Bleu Marine, promet l'arrêt de l'immigration et va s'en donner les moyens en matière notamment de frontières. Vous seriez bien passé de cette nouvelle polémique au sein du Front National ? Déjà, c'est pas au sein du Front National, parce que Robert Ménard est soutenu par le Front, mais il n'est pas Front. Et par ailleurs, ça nous pose aucun problème. Parce que si ça permet d'aborder le grand sujet du communautarisme et de l'immigration massive, alors ça permettra de faire avancer le débat de fond. Alors je crois que c'est ça que vont entendre les Français derrière cette affaire-là. Et si ça nous permet de montrer les méthodes policières et judiciaires du pouvoir en place aujourd'hui, alors on aura gagné aussi, on aura ouvert des yeux. Et sur les statistiques ethniques, vous souhaitez relancer le débat ? Non, nous, on n'est pas bloqué des statistiques qui soient faites par des chercheurs, des démographes. Il y en a déjà, à moitié assumées, d'ailleurs, religieuses. Tout ça, c'est pas forcément choquant, c'est un but de recherche. Qu'il y ait une utilisation d'État, non. D'ailleurs, on voit bien qui soutient aujourd'hui les statistiques ethniques. Ce sont toutes les associations communautaristes, le CRAN, etc. Toute la gauche communautariste également, ou la droite communautariste. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent les utiliser pour faire de la discrimination positive et pour imposer des quotas. Ça, c'est profondément anti-républicain. Donc vous en faites, mais vous n'êtes pas pour ? Non, on n'en fait pas, nous. Si, Robert Ménard en fait. Il a regardé dans les registres d'école, il a regardé les prénoms, il a fait une statistique religieuse pour le coup, pas ethnique. Puisque à ce que je sache, musulman n'est pas une ethnie. Mardi, verdict du procès d'Alain Soral, poursuivi pour avoir fait une quenelle devant le mémorial juif de Berlin. Vous espérez une condamnation lourde, Florian Philippot ? C'est à la justice de dire. C'est pas à moi de dire s'il faut une condamnation lourde ou pas. Il faudrait surtout une condamnation lourde. Vous pouvez avoir un avis ? Non, je n'ai pas d'avis particulier. Moi, je pense qu'on ferait mieux de s'intéresser aux actes concrets aujourd'hui d'antisémitisme, puisqu'on en parle, ou par exemple, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la stèle en hommage à Ilan Halimi qui a été cassée. C'est le cimetière, c'en est où d'ailleurs la profanation du cimetière juif de Sarre-Union ? Le jour où on a appris dans la presse que les petits jeunes qui avaient fait ça étaient des antifas d'extrême gauche, on n'en a plus du tout entendu parler. Ça c'est concret, là il y a de la profanation, voilà. Pour le reste, bon. Florian Philippot, on va dire un mot de l'UMP, les Républicains, nouveau nom pour l'UMP. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je les appellerai toujours l'UMP. Pour moi, ils seront toujours l'UMP. Voilà. Ça sous-entend que les autres ne le sont pas, les Républicains. Oui, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils seront toujours pour moi l'UMP. Les Républicains, pour eux, donc la République, c'est marketing. C'est une marque, c'est un nom, c'est un slogan. Bon, ça montre bien ce que ça veut dire. Voilà, je crois que derrière cela, il y a surtout une espèce de fascination pour les États-Unis. Il s'agit de copier les républicains américains. Ça montre la soumission de Sarko l'américain, comme on disait. Il y aura les républicains et les démocrates. Se renomment les démocrates. Et la boucle de leur soumission à Washington sera bouclée. On aura les républicains et les démocrates, l'UMPS. Voilà. Mais, bon, évidemment... Et puis on aura les patriotes, c'est ça ? Alors, les patriotes... Pour le Front National. Non, mais nous sommes les patriotes, ça c'est vrai. Mais les patriotes, il y en a aussi beaucoup en dehors du Front National, mais qui, je crois, vont nous rejoindre parce qu'ils aiment leur pays. C'est votre futur nom, les patriotes ? Non, les patriotes, c'est le nom aujourd'hui d'un réseau social du Front National qui s'appelle lespatriotes.net. Mais vous allez changer de nom. J'ai entendu cette polémique. Vous allez changer de nom dans les prochains mois, et donc ce sera les patriotes, votre futur nom. Non, pourquoi vous dites qu'on va changer de nom ? Ça c'est...